Bonsoir, merci d'être avec nous. Regardez cette image, nous venons de la recevoir voilà quelques minutes. C'est pour la première fois l'accompagnement du Gerald Ford en Méditerranée. C'est l'USS Winston Churchill, destroyer lance-missile de la marine américaine qui est affecté à la protection du porte-avions Ford en tant qu'escorte qui traverse le détroit de Gibraltar un peu dans la brume. Et c'est évidemment le signal de cette armada américaine, cette fois en Méditerranée, déploiement colossal sans précédent depuis l'invasion de l'Irak en 2003. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord les événements en France, les passions politiques qui se déchaînent après la marche d'hommage à Quentin Derenc. Vous voyez là aussi les images, ces images des manifestants avec ce fait marginal mais évidemment intolérable, la présence de certains saluts nazis qui feront d'ailleurs l'objet de poursuites. On voit et on entend d'ailleurs, on verra dans d'autres séquences, les services d'ordre qui leur demandent de cesser. Vos premières réactions, puisqu'évidemment ça donne le ton de la journée les uns et les autres. Guillaume Roquette d'abord sur la leçon en quelque sorte de cette journée, de ces images. La leçon de ces images, c'est que je crois qu'on appelle ça un sophisme en rhétorique, c'est-à-dire de dire il y avait des nazillons dans la manifestation, or la manifestation était un hommage à Quentin, donc Quentin était un nazillon. Et donc il y a une partie de la gauche qui dit regardez, c'est donc il n'ose pas dire qu'il a eu ce qu'il méritait, mais il y a une forme d'acceptabilité, il y a une espèce d'inversion accusatoire. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs assez fort, et objectivement, la France Insoumise est extraordinairement professionnelle. Quand on voit Mathilde Panot, la patronne des députés LFI, qui dit on est fiers d'avoir Raphaël Arnaud parmi nos députés, ils osent tous ces gens-là. Guillaume Roquette. Non, moi c'est Gallagher Fenwick, mais pardon. je prends ça comme un compliment. En fait, moi, ce que j'ai besoin d'entendre, Guillaume, ce soir, et je vous adresse pas en tant que citoyen, c'est d'abord de commencer par condamner ce que vous appelez à juste titre les nazillons. C'est-à-dire qu'on peut pas rapidement balayer d'un revers de la main des types qu'on vient de voir à l'antenne qui font un salut nazi. Personnellement, ça me glace le sang. Et effectivement, un jeune homme est mort. Il faut savoir condamner la violence politique. On en parle souvent sur ce plateau quand elle est aux États-Unis, qu'elle soit de droite ou de gauche. Il faut savoir la condamner sans ambiguïté, de même qu'il faut savoir condamner sans ambiguïté les insultes racistes, l'homophobie, les saluts nazis, qui renvoient à une époque dont on pensait qu'elle était révolue. Mais j'ai le sentiment de l'émergence d'une espèce de moment dystopique. Vous parlez d'inversion, où ça y est, l'antifascisme est devenu le fascisme, tout se mélange, on met un signe égal entre extrême droite, extrême gauche, alors que ce qui est davantage, me semble-t-il, nécessaire et intéressant, c'est de revenir sur les nuances et de savoir condamner ce qu'il faut l'être. Oui, voilà. Mais je suis d'accord avec ça. D'abord, c'est vrai, l'antifascisme est devenu le nouveau fascisme. Je crois que c'est Pasolini qui disait ça, un grand Italien. Et ça, c'est effectivement, à mon avis, une réalité. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est il y a 3000 personnes qui manifestent. Il y a, semble-t-il, pas eu de violence. Il y a effectivement, et je le condamne 10 fois, 100 fois, 1000 fois, des extrémistes nazillons, j'employais le terme à dessein, et on va se focaliser là-dessus. Et donc, on va dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, on est en train de regarder les autres en disant, si ça tombe eux aussi, pensez ça. Et écoutez, le Figaro, en la personne de Paul Sugy, avait un envoyé spécial qui était dans la manifestation, qui l'a suivi en totalité, et qui dit, ça a été calme et respectueux. Mais, effectivement, dans chaque manifestation publique aujourd'hui, vous avez des dérapages. On a vu, à gauche, les Black Blocs. Mais bien sûr, à gauche, après chaque manifestation contre les retraites, contre la réforme des retraites, qui était organisée par des syndicats, par des gens parfaitement responsables, il y avait des violences. Dans les manifestations écologistes, sur des sujets que moi je déplore, mais qui sont respectables, comme l'opposition à une nouvelle autoroute, la 69, il y a des débordements. Malheureusement, on peut plus faire autrement. Et je pense qu'il faut pas confondre le débordement avec le cœur du sujet. On va revenir plus tard à ces débats, et les politiques vont s'exprimer aussi. Vincenzo Sofo, vous êtes avec nous, bonsoir. Ancien député européen, Fratelli d'Italia, et d'ailleurs on entendra aussi François Calfon dans quelques instants à gauche, mais d'abord Anne Niva, vous aussi votre regard simplement sur ces hommages, cette journée et ces dérapages.
Mon regard, ça ne vous étonnera pas qu'il est nuancé, mesuré. C'est-à-dire que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me souvenir de cette journée d'hier comme d'une journée qui s'est bien passée et d'insister sur le fait que les parents de Quentin avaient insisté pour être dans la discrétion, pour justement le fait que ne pas être présent, qu'il n'y ait aucune instrumentalisation politique. Et bien sûr, il y en a des instrumentalisations politiques. Et moi, c'est ça qui me fatigue personnellement. C'est-à-dire que des gens de droite ou d'extrême droite disent que la violence, l'ultra-violence est intrinsèquement de gauche, et des gens de gauche ou d'extrême gauche qui disent que la violence est intrinsèquement de droite. Voilà, c'est habituel. Vincenzo Sofo, je disais, vous êtes ancien député européen Fratelli d'Italia. Vous êtes aussi d'ailleurs le mari de Marion Maréchal. Vous avez le même groupe à l'échelon européen. Des scènes comme ça, il y en a aussi en Italie. Du coup, moi je relève qu'hier il y a eu des manifestations d'hommage à Quentin dans toute l'Europe. Notamment en Italie aussi, à Naples, à Rome, etc. Donc c'est quand même, ça montre, contrairement à ce que le président Macron a dit, que c'est un événement qui a touché toute l'Europe. Qui a touché toute l'Europe aussi parce que il arrive dans un moment où il y a une tension sociale et politique qui concerne toute l'Europe et notamment l'Italie aussi. Peut-être on en reparlera sur la polémique qu'il y a eu après. Moi, j'écoute, évidemment, dans ces cas-là, je suis détaché, de l'extérieur un peu votre débat, mais désolé de vous dire, à un moment donné, quand il y a des faits comme ça, il faut raisonner sur les priorités, même les priorités des dangers. Moi, j'utilise une logique qui est assez simple. Il y a eu un homicide, un meurtre d'un petit jeune. Il y a eu une manifestation avec des commémorations de cette personne. Et il y a eu deux débiles qui ont fait un salut nazi, qui ont nui, du coup, à la manifestation, parce qu'ils ont fait les jeux de la gauche. Vous avez dit quoi, débile, c'est ça, en français? Qu'est-ce que vous avez dit en français? Oui, mais moi, je pense... Oui, je ne sais pas si on peut le dire, mais je suis la quota immigrée, donc ça me permet. Et à côté, il y a eu, par contre, des manifestations avec des banderoles où il y avait écrit « Pas de larmes pour Quentin ». Alors, même quand il y a des problèmes, etc., des violences, il faut quand même une échelle de priorité. Moi, mon échelle de priorité, entre quelqu'un qui tue un jeune et quelqu'un qui fait un salut, je pense que la priorité d'aller dans l'ordre des problèmes, ça reste quand même ceux qui tuent les jeunes, en fait. Les réactions politiques, la vôtre aussi, François Calfon, vous êtes député européen, membre du bureau national du PS. Vous avez entendu, j'imagine, Vincenzo Sofo. Ouais, il relativise, c'est ses amis d'ultra-droite qui manifestent, donc c'est bien normal, qui disent il y a quelques débordements, alors que c'est des groupes ultra connus. Moi, je dis pour la France des choses simples, c'est qu'on ne peut pas retrouver les années 30, et on est en train de retrouver les années 30. La violence qui est sur les réseaux sociaux se retrouve maintenant sur la place publique réelle, et c'est aux autorités de faire le travail nécessaire par rapport aux groupes violents. On a un arsenal juridique qui a beaucoup servi dans les années 70 pour lutter contre ces groupes violents. Je pense que le risque avant cette marche d'hommage qui était en fait une manifestation de l'ultra-droite, le risque était constitué, ces groupes sont parfaitement connus des services de renseignement. Il y avait un risque de troubles graves à l'ordre public. Maintenant, il est avéré. Donc, on ne va pas laisser la rue française aux mains des groupuscules violents. Donc, d'un côté, il y a ce groupe dissous qui s'appelle la Jeune Garde antifasciste et qui, en réalité, est un groupe de fait. Donc, on peut aussi poursuivre des individus qui vont être judiciarisés dans le cadre d'un meurtre commis en réunion. Mais nous ne laisserons pas la rue à des gens qui tendent le bras fasciste, alors que le monsieur en plateau ait une certaine nostalgie pour le MSI et pour ses frères d'Italie, n'est-ce pas? On peut le comprendre. Mais nous, en France, on ne va pas laisser faire ça. Alors, c'est très clair. Et donc, M. Macron doit réunir les autorités demain. Écoutez les réactions. D'abord, réaction de Vincenzo Sofo, puis de la vôtre aussi. Oui, il m'oblige à répondre. Et en fait, moi, plutôt que les années 30, je vois, désolé de vous le dire, les années 70 italiennes. Donc les années de plomb où on a eu des centaines de morts des deux côtés, plus. Moi, vous savez, la différence par rapport à d'autres, c'est que moi, je condamne toutes les violences, des droites et des gauches, et je reconnais toutes les violences des droites et des gauches. Par contre, vous faites partie du Parti socialiste. Moi, je vous rappelle qu'exactement dans la période des années 70, où on a eu des centaines de victimes... Qui a tué davantage, la gauche ou la droite? Tous les deux. Non, mais qui a tué davantage? Parce qu'en France, on a des chiffres là-dessus. On sait qui tue davantage. Ça c'est assez compliqué parce que je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire italienne, mais c'est une période où il y a beaucoup de faits qui ne sont pas encore été éclaircis et élucidés. Exactement. Par contre, ce qui est acclaré, c'est qu'il y a quand même des centaines de terroristes
qui sont venus se cacher en Italie, en France, et sous la protection des gouvernements français, notamment de la doctrine Mitterrand. Et pendant des décennies, il y en a qui sont encore là, qui font la belle vie en France pendant que l'Italie attend, mais pas un de cela. Moi, je vous rappelle, il y avait des gens comme François Hollande, par exemple, qui allaient faire visite à Cesare Battisti en disant que finalement, il n'y avait rien à voir avec ces faits. Et finalement, il a reconnu tous Vous ces ouvrez crimes. et restez bien tous avec nous. Vous ouvrez sur la suite de l'émission. C'est-à-dire, les extrêmes menacent-ils la République? Et lesquels extrêmes? Les deux ou non? D'autres disent l'extrême centre aussi, le risque aussi d'un excès de censure où on voudrait faire taire, non pas les ultra-violents, ce qui est normal, mais même les extrémistes de chaque camp. On se retrouve dans un très court instant avec toujours vous, François Calfon, si vous voulez bien rester, et tous sur ce plateau. À tout de suite. Bonsoir, rebonsoir. La violence du débat ce soir en France après les événements de Lyon, c'est les passions politiques qui s'expriment. Les politiques sont là. Dans un instant, François Calfon, vous continuerez à réagir. Vincenzo Soffu, les deux camps politiques. Regardez à quel point ça devient une affaire européenne, et notamment la tension entre la France et l'Italie, entre Giorgia Meloni, la première ministre italienne, et le président de la République en France. Madame Meloni qui disait le meurtre du jeune Quentin Derenque en France est un événement qui nous choque et nous attriste profondément. Elle parlait d'une blessure européenne, et vous allez voir, la polémique continue, mais d'abord repassons par la réaction d'Emmanuel Macron. Ces mouvements doivent être combattus, continuer d'être éradiqués, et rien ne saurait les justifier. Mais n'entrons pas dans un face-à-face. Et quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça, c'est pour Giorgia Meloni. Monsieur le Président, le Président. Voilà, et c'est là, on comprend pas mais ce qu'il dit à la fin, mais c'est bien. Vous m'avez bien compris quand on lui dit vous parlez bien de Madame Meloni. Réponse du berger à la bergère ou vice-versa en Italie. Écoutez, franchement, j'ai été très frappée par cette déclaration de Macron. Je ne m'y attendais pas. D'abord parce que ma réflexion ne portait pas spécifiquement sur la France. J'ai proposé une réflexion que j'assume sur la façon dont la confrontation politique se polarise dans les grandes démocraties occidentales en général. Guillaume Roquette, que veut dire cela? C'est-à-dire au-delà de Mme Meloni et de M. Macron, voilà, qu'est-ce que ça dit sur l'Europe qui se divise? Oui, l'Europe se divise parce qu'effectivement, on voit chez Giorgia Meloni une sympathie pour le jeune Quentin, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle transparaît pas beaucoup dans les déclarations d'Emmanuel Macron, qui dit ces mouvements doivent être éradiqués. Mais la jeune garde, elle est éradiquée où? Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre Raphaël Arnaud, même le nom de ce mouvement n'est pas cité par le président de la République. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de sensibilité qui est claire. Le fait que Quentin soit un jeune chrétien, ça touche sans doute plus Madame Meloni que Monsieur Macron. Et on voit bien qu'il y a des différences. Mais moi, ça me rappelle la façon dont J.D. Vance, il y a plus d'un an, avait interpellé les Européens à Munich. Et je pense que c'est de la politique qui est légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas les mêmes sensibilités. Quant au fait de pouvoir s'exprimer ou non sur un sujet qui se passe à l'étranger, Emmanuel Macron ne déteste pas donner son avis sur les affaires du monde. C'est même une de ses activités essentielles. Et personne ne le lui reproche. Je pense pas, Guillaume Roquette, que Emmanuel Macron soit moins touché par la mort de Quentin parce qu'il est chrétien. Enfin, je ne le pense pas. Je pense que ce qui l'a agacé beaucoup, c'est la suite du poste de Giorgia Meloni, qui ajoutait que la France était incapable de protéger ses propres citoyens. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est considéré comme une insulte diplomatique. Et cette insulte diplomatique, c'est ça qui a fait monter le ton entre la France et l'Italie. Et aujourd'hui, on est sans cesse au bord des insultes diplomatiques entre les uns et les autres, puisque l'ambassade américaine, on va y venir, a également posté un commentaire, et qu'aujourd'hui, c'est la norme que de commenter. Effectivement, on peut parler d'ingérence, mais ne soyons pas étonnés que ça ait agacé Emmanuel Macron, que pour le coup, je comprends son agacement sur ce point précis.
En réalité, si on regarde les postes, c'est un peu différent par rapport à cette analyse, mais l'ingérence, la tradition, disons, d'ingérence dont vous parlez, c'était inauguré par les gouvernements français, parce que moi, je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, le gouvernement français est rentré avec des déclarations d'ingérence sur les politiques intérieures en Italie, notamment, on parle des Meloni, le lendemain de l'élection de Meloni, les gouvernements français interviennent en disant qu'ils auraient vigilé sur le respect de l'état des droits en Italie. Vous imaginez une déclaration comme ça? On va pas jouer à qui a commencé en premier. Ah mais non, mais c'est pas. Non, mais c'est assez clair. Non, mais vous savez pourquoi je vous dis? C'est comme quand on parle de ce qui se passe aux États-Unis avec l'ICE ou en général. Oui. En fait, il y a je peux vous dire, il y a quelque chose de plus profond. On est face à un processus d'internationalisation disons, de la dialectique politique à l'intérieur du camp occidental. Ça, c'est clair. C'est déjà parce qu'on a la globalisation. Donc, en fait, même l'information est devenue globale. Oui. Si l'information devient globale, la réaction devient globale. Les progressistes contre les conservateurs, on voit ça partout. Ouais. Mais il y a un autre sujet. En fait, qui a voulu l'internationalisation du conflit? Désolé, c'est pas la droite. Mais c'est la gauche qui cherche ça depuis les 1800, en fait, avec les combats de l'international socialiste. En fait, on est arrivé à ça. Bah voilà, là, on prend d'acte. Alors, passons par vous, François Calfon, puisque effectivement, comme le disait Anniva, ça devient vraiment un combat non seulement français, mais européen, et même plus que cela, mondial, puisque l'ambassadeur américain en France, Charles Kouchner, dit « L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Derengue démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique. » La France réagit très vivement, c'était tout à l'heure sur France Info, Jean-Noël Barrot qui dit « Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France ». Bah écoutez, convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française. À des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent. François Calfon. Oui, enfin c'est un peu illusoire effectivement de penser qu'on puisse pas faire de commentaires ailleurs. Moi j'ai vu l'international réactionnaire, qui est pas les progressistes contre les conservateurs. Pardon de votre analyse, l'international réactionnaire réagit absolument partout, c'est-à-dire les groupes d'ultra-droite, faire des vidéos d'hommage à Quentin, etc. En ce qui concerne Madame Giorgia Meloni, pardon Guillaume Roquette, mais c'est pas parce que Quentin est chrétien, c'est parce que Madame Giorgia Meloni, dans sa jeunesse, a participé de ces groupes d'extrême droite violents et qu'elle est solidarisée avec eux, tout simplement. Bon, ensuite, pour être tout à fait clair, je pense que l'espèce de comptabilité que nous avons depuis une semaine entre 1 pour l'extrême gauche, 3 pour l'extrême droite ou que sais-je n'a aucun sens. Le point, c'est qu'il faut que la politique revienne dans le débat comme nous l'avons ce soir de manière civilisée, revienne dans les urnes et quitte la rue, parce que quand la rue remplace finalement le débat démocratique classique, alors oui, nous sommes dans les prémices de l'action violente et du terrorisme. Et le seul point d'accord que j'ai avec le représentant de Fratelli d'Italia, que peut-être là-dessus il avait raison, c'est que la situation de l'Italie dans les années 70, c'est que la séquestration d'Aldo Moro s'est passée dans les assemblées générales d'université par l'extrême gauche. Donc quand on en est là, et je parle pas parce qu'il faut avoir un parallélisme des formes, je parle pas de l'attentat de Bologne, qui lui-même est issu de la mouvance d'extrême droite. Je pense qu'il faut absolument quitter cette espèce de logique, d'enchaînement qui fait qu'on passe de la politique instituée à la violence politique. Est-ce que les extrêmes menacent ou non la République? On sent bien que chacun jette à l'autre ses extrêmes. Vous, les socialistes, vous avez gouverné avec les communistes, le Parti communiste français, qui à l'époque soutenait l'Union soviétique, qui était une dictature d'ailleurs antisémite aussi, qui pratiquait toutes sortes de violations des droits humains. Vous avez siégé avec ces gens-là dans le gouvernement. Le Parti socialiste a fait une chose. Et je finis. Ouais. Et aujourd'hui, on voit à quel point il y a la tentation à droite de vouloir gouverner avec le RN. Et ça aussi, c'est contesté. On voit chacun se reproche ses extrêmes. Mais là, on parle des extrêmes violents. C'est encore un stade encore au-dessus. Est-ce qu'il y a une menace pour vous sur la République? Moi, je pense que ça revient très vite. Je termine d'un point et je vous quitte. Je pense que la violence politique, quand on la laisse s'échapper un peu comme le dentifrice du tube de dentifrice,
on a du mal à la faire entrer à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a appelé effectivement en Italie les années de plomb. Eh bien, il ne faut pas que une démocratie relativement maîtrisée, mais dans laquelle on voit bien des grandes tensions en France actuellement, verse finalement dans une politique de rue, de règlement de compte, parce que ça crée dans le pays un climat épouvantable, et notre pays n'a pas besoin de ça. Je suis d'accord avec François Calfon, et je trouve que en cela, il rappelait que Madame Meloni avait été très radicale dans sa jeunesse, et je trouve que c'est une évolution qui est heureuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle est une première ministre respectée. C'est aussi d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Monsieur Macron a un peu de mal à la supporter, c'est qu'avant, en Europe, il y avait deux voix qui comptaient. Il y avait l'Allemagne et la France, et maintenant il y a aussi l'Italie. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile forcément à accepter pour notre orgueil national. Après, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est il faut que la politique revienne là où elle doit se faire, c'est-à-dire dans le combat des idées, c'est-à-dire au Parlement. Et je trouve qu'en cela, la décision de Jordan Bardella de ne pas faire participer les élus du Rassemblement national à cette manifestation dont on voit les images, je pense que c'était une mesure qui était bienvenue. Il me semble que c'est plus responsable que de nommer le fondateur d'une milice violente comme la Jeune Garde, d'en faire un député, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon avec Raphaël Arnaud. Non, moi, en fait, les paroles que je garde à l'esprit et qui m'inspirent dans ce moment quelque part, ce sont tout simplement celles des parents de Quentin qui ont appelé au calme. Et je trouve que vu les circonstances et les preuves qu'il traverse, et je pense que c'est assez évident que moi, du point de vue des idées, il n'y a pas grand-chose qui me rapprochait de Quentin, mais j'ai avec lui, une humanité, une nationalité en partage. C'est un jeune homme de 23 ans, il est mort et jamais ça n'aurait dû se produire. Et donc effectivement, il faut que nous arrivions, et ça a été dit, que la politique reprenne ses droits à l'Assemblée, mais aussi sur les plateaux, dans les médias. On a une responsabilité aussi parce que ces micros amplifient nos voix, et donc c'est l'occasion de dire que le combat, celui des idées, doit se poursuivre, mais rester justement celui des idées. Est-ce qu'il y a pour vous une responsabilité, en l'occurrence, de LFI d'un côté, de la droite, genre RN ou autre, de l'autre, et notamment LFI, puisqu'elle était beaucoup accusée. Ça m'a beaucoup frappé aujourd'hui encore sur les antennes. Oui. Non, je trouve qu'il y a cette espèce en ce moment de réflexe pavlovien qui consiste à constamment, dans une partie de l'espace médiatique et politique, de jeter l'anathème sur LFI. Donc à un moment, il faut une clarification. Parce que ça a été dit, la Jeune Garde, contrairement à ce que Guillaume Ronquat a dit, elle a été sanctionnée, ça a été dissous. Si on estime et vous mettez ce que vous voulez dans que LFI est tellement problématique et donc on devient anti-français, anti-politique, il faut solliciter, je sais pas moi, le Conseil d'État et que des décisions soient prises. Moi, je pense que ce serait gravissime, mais le genre de discours qu'on entend en ce moment et cette musique qui résonne tend à faire penser cela. Moi, je pense que effectivement, j'ai pas été choqué par la décision de la Jeune Garde qui a été demandée par Bruno Retailleau et contre laquelle la France Insoumise et une grande partie de la gauche, Europe Écologie, les Verts, la Ligue des droits de l'homme et d'autres groupements se sont opposés et qu'ils ont vivement contesté. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait dissoudre ces organismes. Y compris la responsabilité, à mon avis, de la France Insoumise, c'est pas une responsabilité juridique. Personne n'a jamais dit que c'était le parti qui avait ordonné de battre à mort un jeune manifestant. En revanche, il me semble que dès lors que il y a au moins 2 ex-collaborateurs ou collaborateurs parlementaires d'un député de la France Insoumise qui sont mis en examen dans l'affaire, là, il y a quand même quelque chose, c'est un sujet. Et donc, et là, le circuler à rien à voir systématique de la France Insoumise, je pense que c'est pas une réponse qui est à la hauteur du drame, ou alors c'est délibéré, parce que l'idée c'est, quoi qu'il arrive, on couvre et on envoie un petit clin d'œil aux gens qui pourraient avoir une forme de complaisance pour cette violence en disant, vous voyez, quand ça arrive chez nous, on fait pas de vagues. Et ça, je pense que c'est pas un bon message démocratique envoyé. Est-ce qu'on se masque l'importance des extrêmes, pas des extrêmes violents, on a le droit d'être extrémiste si on respecte les voies légales. Tout à l'heure sur ce plateau, Thierry Breton ramenait ce panneau où on rappelait à quel point dans l'histoire politique de la France, les extrêmes ont beaucoup compté, ils ont pesé beaucoup, ils continuent à peser en partie. En France, c'est de Robespierre, de la terreur ou de ce qui s'est passé en Vendée jusqu'à Staline, au culte de Staline, le PCF qui a pesé 30% dans les années 50. À droite, l'Action française qui a été immensément populaire. On peut remonter à des rois réactionnaires comme Charles X. En fait, est-ce que on sous-estime l'importance des extrêmes? Est-ce qu'il y a une espèce de discours un peu facile de dire voilà, il faut surtout pas qu'il y ait des extrêmes? Ils font partie de l'histoire politique.
Ça, c'est un fait et ça fait partie aussi des courants idéologiques. Donc moi je n'ai aucun problème sur ça. Moi, je n'ai aucun problème même à écouter les idées, les positions des filles. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit, bon, si tu as certaines idées, il faut les censurer. Pas. Au contraire, moi, ça m'intéresse, ça me nourrit toutes les idées d'extrême droite, extrême gauche. La différence est dans les actes. Pourquoi, selon moi, il y a un problème, et qui est un problème international aujourd'hui. Parce que on est évident tous d'accord, je crois, sur le fait que la violence doit être condamnée, poursuivie, et voilà, et partout. Donc, il n'y a pas de couleurs politiques. Mais une chose, c'est la violence spontanée, donc les cas isolés. Une chose, c'est quand la violence devient une méthode politique, organisée, structurée. Dans le cas de l'international Antifa aujourd'hui, on est dans ces cadres-là. Très probablement. Il faut enquêter sur ça parce que vous voyez pourquoi l'Italie est intéressée à l'affaire Quentin. Il est intéressé aussi parce que on a découvert que la jeune garde se balade en Italie aussi, que la jeune garde a des coopérations avec des organisations Antifa italiennes parce que Raphaël Arnaud était présent plusieurs fois dans des manifestations en Italie et début janvier. Et à côté de laquelle il y a eu aussi une agression. Vincenzo Sofo, quand vous dites qu'il faut se méfier de la censure, est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, alors il faut prendre tous les risques en face, hein, évidemment, tout le monde condamne les ultra-violents, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais est-ce qu'il y a un risque de censure, ce qu'on appelle parfois l'extrême centre, c'est-à-dire cette logique de dire, voilà, dès qu'on n'est pas dans le centre droit ou le centre gauche, on est antidémocratique? Mais il faut définir ce qu'est la censure, en fait. Et c'est là que, j'allais dire, se loge le diable. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas vraiment un détail. C'est-à-dire que, est-ce que la censure consiste à éteindre la circulation des idées afin de protéger la démocratie, mais auquel cas vous donnez l'impression d'une démocratie qui est extrêmement fragile, qui n'a pas confiance en elle-même, ou est-ce que vous faites davantage de mal à la démocratie en pensant qu'elle va, par sa simple beauté inhérente et sa force et sa vigueur, pouvoir justement se défendre face aux extrêmes. On a un cas, qui me vient à l'esprit, je fais un pas de côté. Le gouvernement français a fait le choix de bannir Russia Today. Et moi, je pense que c'est pas de la censure. Je pense que c'est une manière de protéger notre démocratie. Parce qu'on est face à un ennemi qui ne se comporte pas de manière démocratique et qui n'utilise pas les outils ou l'intention démocratique pour justement participer au débat des idées. Donc, la démocratie, j'y reviens souvent, c'est comme le droit, ça n'exclut pas l'emploi de la force et des décisions fortes qui consistent à interdire des partis, les dissoudre, des pensées, parce qu'elles n'appartiennent pas à ce cadre. Et quand on fait tomber ce cadre, un peu comme nous y invitent les libertariens du côté des Américains, on ne trouve pas plus de liberté. On trouve souvent plus de chaos et parfois plus de violence. Oui, je peux vous dire, moi, j'essaie de vous donner aussi un autre regard sur ce qui s'est passé et même sur ce qui s'est passé au niveau international suite à Quentin. Parce que parfois, il faut faire gaffe qu'après certaines polémiques, ça ne soit pas créé exprès pour justement alimenter des conflits. Nous, on parle maintenant de l'affaire Quentin. Je ne sais pas, vous avez montré la réaction de votre ministre aux déclarations des États-Unis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de casualité sur ça. Ce soir, il y a la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais votre Premier ministre a annulé la présence en Italie. C'est quand même assez bizarre parce que quand même, les Jeux Olympiques sont une œuvre de diplomatie. La France, c'est celle qui doit relever après les flambeaux olympiques. Et pourquoi faire ça? Macron avait déjà, par contre, évité d'être présent à la cérémonie italienne d'ouverture. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être alors que la polémique a été créée avec, par exemple, l'Italie et après, tout de suite, avec les États-Unis sur Quentin, c'est pas fait exprès pour essayer de polariser un conflit politique aussi international pour dire moi je suis les camps disons un peu des progressistes de la gauche et vous êtes l'international réactionnaire parce que c'est ça les mots qui continuent après à retourner. Meloni c'est l'international réactionnaire, Trump c'est l'international réactionnaire et nous on est face à vous. Donc parce que ça aussi c'est une alimentation un peu de l'extrémisation de la politique et dans ces cas-là de la politique internationale. Moi, je pense que cette idée qu'il faille censurer pour garder un débat civilisé entre guillemets, je pense que ça ne fonctionne pas.
C'est-à-dire que ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que on est à l'heure des réseaux sociaux. Moi, il y a un exemple qui pour moi est criant, c'est on a créé un délit de contestation de crimes contre l'humanité, notamment pour interdire les idées du négationnisme de la Shoah. Bon, allez sur Internet, je veux dire, vous avez des dizaines de milliers de pages complotistes en disant voilà la preuve que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ça n'a rien empêché. Et moi, pour ça, je suis plutôt américain. C'est drôle, c'est Gallagher qui est plutôt à la française. Vous êtes à fond renversé. Voilà, un fond renversé. Moi, je pense que il faut laisser les gens s'exprimer. Il y a deux limites absolues. La première, c'est la diffamation. Parce que il faut respecter les gens. Et la seconde, évidemment, ce sont les menaces physiques. Parce que ça, c'est inacceptable. Mais il me semble que dès lors que, Russia Today, comme son nom l'indique, c'était un truc pro-russe. Tout le monde savait que c'était payé par Moscou. Payé par un régime étranger. Ouais, moi je pense que les téléspectateurs français, surtout que si ça s'appelait Radio Free Europe, là, il y aurait pu y avoir confusion, mais là, le crime était signé. Moi je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour savoir que s'ils écoutent une télé qui s'appelle Russie aujourd'hui, on va avoir de la propagande de Poutine. Et moi j'aime pas ce qu'il y a dans l'humanité, mais ça me viendrait pas l'idée de demander leur interdiction. Regardez, merci beaucoup. Regardez cette image. C'est l'armada, la puissante armada américaine qui se met en place et c'est sans précédent depuis 2003. Il faut mesurer ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que cette fois, le seuil a été atteint. On est au-dessus de ce que les États-Unis d'Amérique avaient déployé avant d'envahir l'Irak en 2003, qui a été évidemment un des événements majeurs qui ouvrait le 21e siècle. Et regardez à quel point une partie des Iraniens, espère sans doute un changement. Alors, est-ce que c'est par cette voie ou par une autre ? En tout cas, manifeste courageusement contre le pouvoir à Téhéran. Regardez. Et vous nous avez rejoint, Sophia Amara. Un mot sur ces images, le courage de ces gens, parce que après tout ce qui s'est passé, personne ne sait, 30 000 morts peut-être. Trump a articulé un chiffre, je crois. Justement, au-dessus de 30 000. Voilà, plus de 30 000. Là, retourner dans la rue maintenant, c'est vraiment plus courageux. C'est plus qu'un courage, c'est un défi au péril de leur vie, malgré la brutalité de la répression dont ils ont été victimes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ou hier plutôt, c'était la reprise des cours dans les facultés. C'est pour cela qu'on a revu ces manifestations sur des campus universitaires. Est-ce que cela va durer après le break qui va avoir lieu dans les prochaines semaines sur ces facs? C'est à voir. En tout cas, dans les facultés, il semble qu'il soit plus facile de manifester que dans la rue. Il n'empêche que la répression reste très brutale. Avec ce soir des phénomènes qu'on avait moins vus les derniers temps, il y a visiblement les opposants au régime et il y a les partisans du régime. Donc j'imagine notamment les familles, puisque c'est très large, des Pasdaran. Oui, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est nouveau. Parce que normalement, vous aviez les manifestants et en face des brutes épaisses qui tiraient à l'arme de guerre. Aujourd'hui, même si c'est assez choquant de frapper et de s'en prendre à des manifestants désarmés, qui plus est des étudiants, c'est la première fois qu'ils se mettent face à face et sans qu'il y ait mort d'homme, pour ainsi dire. Donc, c'est une évolution qui vaut la peine d'être mentionnée ici. Général Richoux, vous nous avez rejoint vous aussi. Vous êtes toujours là, Gallagher Fenwick, Anne Niva et Guillaume Roquette. On prend ce soir la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être une intervention américaine. En tout cas, on va voir en quelques instants d'autres images qui en témoignent. Mais d'abord, les Iraniens, est-ce qu'ils la souhaitent, cette intervention ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils la souhaitent ? Non, il y a énormément d'Iraniens en exil qu'on a reçus sur ce plateau qui, évidemment, disent que les Iraniens la souhaitent. Évidemment, la population est partagée. Moi, j'ai mes propres sources en Iran. Certains la souhaitent, d'autres non. Et d'autres peuvent la souhaiter tout en la redoutant, tout en ayant évidemment peur de ce qui va se passer. Qui peut être en faveur de bombardements sur son propre pays ? On ne sait pas, personne ne sait quelles sont les intentions de Donald Trump. Donc, bien sûr, ça peut faire peur, mais les images que nous montrons illustrent le fait que les Iraniens n'ont pas baissé les bras. On pensait que justement cette répression atroce allait fermer tout pour toujours, et là c'est à nouveau l'espoir, même si, comme le dit Sophia, pour le moment c'est cantonné aux universités. Mais c'est peut-être bon signe. Ce régime a de la ressource, et écoutez l'aveu de Witkoff qui est assez étonnant. Steve Witkoff, qui n'est pas vraiment un naïf dans l'âme, mais qui joue au naïf, et qui dit à quel point Trump lui-même est étonné de ce que ce régime ne cède pas plus rapidement.
Je ne veux pas utiliser le mot frustré, car il comprend qu'il dispose de nombreuses alternatives. Mais il se demande pourquoi ils n'ont pas... Je ne veux pas utiliser le mot capituler, mais pourquoi ils n'ont pas capitulé? Pourquoi, sous ce genre de pression, avec la puissance maritime et navale dont ils disposent là-bas, pourquoi ne sont-ils pas venus nous voir pour nous dire « Nous affirmons que nous ne voulons pas d'armes. Voici ce que nous sommes prêts à faire. » Et pourtant, il est assez difficile de les amener à cette position. Alors cet aveu ou ce faux aveu est extraordinaire. Hein. Non mais attendez, juste il faut le dire à qui il le dit, hein. Ouais. À Laura Trump. Laura Trump qui est en train d'interviewer là sur Fox News, qui est donc la belle-fille du président Trump. Donc c'est quand même tout à fait de l'entre-soi médiatique. En fait, il n'y a rien d'étonnant. Il y en a un qui émet en FM et l'autre en ondes courtes. Donc ils parlent pas du tout le même langage, véritablement. Il croit qu'il a un raisonnement comme un raisonnement d'occidental, c'est-à-dire un rapport de force. Je suis la majesté, j'arrive et vous vous prosternez. Et puis vous avez un régime théologique en face qui a absolument pas la même logique et qui peut durer. Il peut durer parce que ce que l'on voit là malheureusement dans les rues, bon, c'est une bonne chose, mais ça n'est pas un signe non plus que le régime va tomber demain matin. C'est simplement des mouvements populaires dont on a vu qu'ils n'étaient pas forcément organisés. Et c'est ça le drame actuellement en Iran. La force, hélas, de ce régime, il tient depuis 47 ans. N'oublions jamais ça. Il tient depuis 47 ans. Il a du sang. Alors il est couvert, il dégoûte littéralement de sang, mais il tient. Oui, et le général Richoud ne pensait pas si bien dire sur une page aujourd'hui, qui est un organe de propagande du régime des mollahs en Iran, et qui s'appelle l'Iran en dialecte irakien, parce qu'il s'adresse aux adeptes de la théocratie en Irak, et qui dit, tiens, l'ennemi américain se demande pourquoi nous ne reculons pas face à ces pressions. Eh bien moi, la réponse, selon eux, c'est Arakji qui parle, eh bien c'est parce que nous sommes iraniens. Et il reprend une expression de l'imam Hussein, donc ça vous dit le registre sur lequel ils évoluent, une expression de l'imam Hussein il y a 14 siècles, pour dire... Nous ne voulons pas de la honte. Et les chiites, c'est leur expression clé. Et ils répètent cette expression. Donc ils sont sur deux planètes complètement opposés. Les uns parlent de pression, de deal, d'argent et d'armes, et les autres, ils parlent de martyrs, de martyrologie et de l'imam Hussein il y a 14 siècles. Vous avez là d'ailleurs son tweet, effectivement, Arakchi, ministre des Affaires étrangères, qui répond à Witkoff parlant de Trump sur le réseau d'Elon Musk. Là, on est vraiment au 21e siècle. Hein. C'est en disant, comme vous dites, vous nous demandez pourquoi nous ne capitulons pas, parce que nous sommes iraniens, avec évidemment le drapeau de la République islamique. Oui, sans doute que c'est là un peu la limite du dispositif diplomatique de Donald Trump, puisque lui-même, je crois, n'est pas un grand lecteur. Witkoff, son envoyé spécial, n'est pas un diplomate de métier, et donc probablement qu'il n'a pas toutes ces références-là, cet orgueil iranien qui remonte même bien avant le chiisme, la Perse qui était un immense empire, des gens qui, à juste titre, se considèrent comme étant les plus lettrés de la région. Avec Ils ont perdu contre les Grecs. Hein. Oui, c'est ça. Mon ancêtre Darius a perdu contre les Grecs quand même. Absolument, bah oui. Il s'est fait écorcher légèrement parce que c'est pas l'empire qui a disparu à cette époque-là. Voilà. Et Darius III, oui, lui, il a pris cher. Bon, là, il y a deux trop grands spécialistes de l'histoire antique pour que je me hasarde sur ce terrain. Mais c'est vrai que les Américains découvrent sans doute ça, et en particulier ces deux hommes qui sont pas des spécialistes de l'histoire longue, et parfois elles donnent des clés. Il y a cette idée de Trumpisme où tout est neuf, c'est une Amérique nouvelle qui rompt avec les habitudes anciennes. Alors parfois ça peut être pertinent quand il dit moi j'en ai assez du libre-échange, donc je vais inventer les règles. Ça peut se comprendre d'un point de vue américain, dire j'en ai assez du multilatéralisme des organisations internationales, mais parfois l'histoire se venge. Le grand enjeu, c'est la protection des bases. Regardez ces images des bases américaines qui sont évidemment le joyau de la région. Ça c'est le grand enjeu. C'est-à-dire l'Iran peut contre-attaquer sur ces bases. Absolument. Donc il y en a beaucoup. Ça, c'est un atout des Américains. Elles sont sur une surface absolument colossale à défendre sur le plan aérien. Et ça, c'est une véritable faiblesse pour les Américains. Ça veut dire vraisemblablement que si l'Iran a les vecteurs pour pouvoir attaquer les bases, pour pouvoir attaquer Tel Aviv, ils ne pourront certainement pas assurer un couvercle étanche sur toute la péninsule arabique. C'est absolument impossible. Et donc, il peut y avoir des dégâts
sur les bases américaines et sur Israël, notamment. Reste à savoir s'ils oseront attaquer les bases américaines. J'aurais tendance à dire qu'ils se vengeront directement sur Israël. C'est la menace, c'est la menace. Araghchi, le même qui tweetait tout à l'heure, nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain, nous devons donc manifestement trouver une autre solution et frapper la base américaine dans la région. Et oui, justement, mais n'oublions pas que Donald Trump est en année électorale et que donc le risque potentiel de perdre des militaires américains lui coûterait très très cher. Donc les Iraniens, effectivement, ont raison d'utiliser cet argument. Ils ne cesseront de le faire. Il y a d'ailleurs eu des rumeurs tous les jours derniers qui ont couru dans tous les médias américains, notamment au Moyen-Orient et ici aussi en France, selon lesquels la grande base américaine au Qatar aurait été évacuée. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Donc il y a une ambiance, une tension qui est en train de monter. Quels sont les moyens militaires? Quelle est la vulnérabilité ou non des Américains? Les Iraniens font montre de toutes sortes. Alors, en IA, c'est très impressionnant. En réel, c'est un peu moins impressionnant. Comme toujours, la réalité est moins impressionnante. Pardon, je ne veux pas paraître méprisant, mais enfin, ils ont une espèce de bateau un peu rafistolé parfois. Il y a ce missile Sayad, dont ils sont extrêmement fiers, missile de défense aérienne, capacité de lancement verticale. Il aurait une portée de 150 km. Tout ça, sur le papier, c'est très considérable, mais en réalité, la disproportion est là. Non, la disproportion est là, d'autant plus qu'il y a quand même pas beaucoup de bateaux, parce que les Iraniens ont entre 4 et 6 frégates. Alors, ils ont beaucoup de vedettes rapides, mais les vedettes rapides, c'est pas elles qui vont aller taper le porte-avions au large à 800 km. Alors, ils ont quelques frégates qui sont des frégates de type ancienne, qui sont sûrement pas rétrofitées comme avec les derniers matériels. Je rappelle que les Russes ont déployé grosso modo un destroyer et puis un bâtiment ravitailleur, et les Chinois 2 bâtiments, un destroyer, une frégate et un bâtiment ravitailleur. Vous voyez, ça c'est la manœuvre adverse. Donc comparé aux 2 flottes aéronavales qui sont avec le Lincoln et avec le Ford, effectivement, ça ne tient pas la route. Mais la démonstration politique est là, notamment avec ces démonstrations de tirs anti-aériens pour bien montrer qu'on est prêt à faire face à la menace. Attention à ces comparaisons, parce qu'en fait, les Iraniens, ils sont dans une logique, vous savez, on parle parfois de guerre asymétrique entre un groupe et un État. Ici, c'est 2 États, mais il y en a un qui est bien plus puissant que l'autre, donc on est dans une configuration dissymétrique. Et la force de l'Iran, pense-t-elle, dans cette configuration, ça n'est pas sa capacité de conquête, mais sa capacité de nuisance. Et le régime iranien estime qu'il a une tolérance, un seuil de tolérance à la douleur bien plus élevé que celui des Américains. Et c'est là-dessus qu'ils misent. C'est-à-dire qu'ils se disent, ils vont pas tuer les 40 000 Américains qui viennent de débarquer, mais s'ils ont tué 10, s'ils en tuent 100, ça aurait un impact dans le champ informationnel pour Donald Trump et les États-Unis très largement supérieur à celui d'un régime qui vient de massacrer des milliers de ses propres concitoyens. S'ils perdent 1000, 10 000 hommes, voire plus, ils sont capables. Rappelez-vous que les Américains ont passé 20 ans en Afghanistan. Et il a fallu 4 semaines pour que les talibans reviennent à Kaboul. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est la dernière image et les dernières informations que nous recevons sur l'ampleur colossale du déploiement militaire américain qui enserre littéralement la République islamique d'Iran. On est cette fois en Méditerranée, c'est l'entrée de la Méditerranée, c'est Gibraltar, voilà, il y a un peu de brume. Alors, je sais pas si c'est filmé côté espagnol ou côté marocain. Attendez, oui. Logiquement, si ça va vers là... Là, c'est donc, on voit la côte espagnole vraisemblablement, parce que ici ils vont vers. Ils vont vers. S'ils vont vers l'est, donc on voit les côtes marocaines. Je crois qu'à nous deux, on peut mener une guerre là. On est prêts, parce qu'on arrive à repérer est-ouest. Là, c'est l'USS Winston Churchill, destroyer lance-missile de la marine américaine, qui est affecté au porte-avions Gerald Ford. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, elle suit le Gerald Ford. Oui, alors, on l'a déjà dit, une force aéronavale, c'est pas qu'un porte-avions, c'est à peu près 4 destroyers qui sont autour, qui sont très très armés, qui assurent une bulle à la fois anti-aérienne et anti-navire, et vraisemblablement aussi un sous-marin en dessous. Et ces destroyers sont des destroyers très modernes. Il faut pas oublier que ça représente aussi des dizaines de Tomahawk. Donc ça fait 2500 km. Ils sont extrêmement bien équipés, et donc c'est ce qui permet un porte-avions en soi, c'est très vulnérable. Ça balance des avions
avions, ça les fait atterrir, mais il a une capacité d'autodéfense qui est assez médiocre. Donc on leur met tout ce qu'on a de meilleur en armement, en missiles anti-aériens et en missiles anti-navires pour lui permettre d'agir et de progresser en toute progression, voilà, en toute sûreté. Et donc ça, ces destroyers-là sont vraiment faits pour sa protection, avec une capacité d'attaque, je le redis, parce que ces destroyers balancent des missiles Tomahawk. Je rappelle qu'en 2018, à partir des destroyers comme ça, il y a plus de 100 missiles qui sont partis sur la Syrie après les attaques chimiques. Il y a 17 navires de guerre actuellement, pour ce que l'on sait, déployés autour, donc en Méditerranée et vers le détroit d'Ormuz. Donc c'est gigantesque. La seule chose qui n'apparaît pas, c'est effectivement la possibilité de troupes au sol. C'est ça la grande différence avec 2003, puisqu'on dit qu'effectivement c'est le plus grand déploiement américain depuis 2003, depuis l'Irak. Alors, mais en 2003, il y avait une projection de troupes au sol. Peut-être qu'il y en aura cette fois-ci, hein. Peut-être sous la forme de forces spéciales. Oui, mais pour aller chercher l'uranium enrichi, pour aller chercher le guide suprême. On sait pas, ce qu'on sait pas non plus. Sûrement pas sous la même forme que 2003, ça c'est sûr. Parce que c'était en 2003, pardon de vous couper d'ailleurs, mais c'était relativement clair. Oui, c'était très annoncé. À l'époque, voilà, les politiques disaient sur les buts de cette opération. Et là, on est face à une opération grandiose au niveau de l'arsenal militaire et une imprécision, sans clarification sur la mission. Tout à fait. Et il ne semble pas qu'il y ait des Marines, beaucoup de Marines qui soient déployés parce qu'ils auraient les porte-hélicoptères amphibies, comme le Dixmude ou le français. On peut l'avoir sous la forme de présence de troupes massives, mais ça peut aussi être limité avec la force Delta 7 ou autre, donc des forces spéciales ou des forces israéliennes s'infiltrer. Oui, conjointement. Les deux, mais juste un dernier mot sur le Churchill et ses camarades du Ford et autres. D'abord, c'est que vous ne faut pas oublier qu'ils viennent du Venezuela. Donc, je lisais un article dans le Wall Street Journal sur une vraie fatigue à bord du personnel qui, comme pour qui ça commence à faire loin de la maison, avec des problèmes logistiques à bord qui peuvent être assez basiques pour une armée aussi technologiquement avancée. Oui, dites un mot de ça, c'est très impressionnant. Même l'armée américaine, cette armada est si importante que même pour eux, c'est un effort très important. Non, mais logistiquement, c'est absolument colossal. Donc maintenant, vous avez des gens qui sont très expérimentés, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de rationaliser et d'optimiser ce fonctionnement. Mais même à ce niveau-là, je lisais que sur le Gerald Ford, il y a des problèmes de sanitaires qui peuvent provoquer des formes d'insalubrité qui peuvent être désastreuses à bord d'un bâtiment de guerre. C'est la deuxième fois qu'on nous parle des toilettes du Gerald Ford. C'est vrai, c'est important. C'est central. Mais c'est important. Toute personne qui a pris un TGV, quand on prend le TGV et qu'il y a des toilettes bloquées, on sait ce que c'est. Absolument. Si les toilettes ne fonctionnent pas, vous avez un bâtiment de 15 milliards d'euros avec 4500 personnes à bord qui est inopérationnel. C'est simple. Donc vous voyez, des fois ça tient un peu de choses. C'est la vérité. Et on ne connaît pas non plus la destination finale du Ford. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il va aller comme il y a 2 ans, former une bulle autour de l'État hébreu. Est-ce que, cette fois-ci, il va emprunter le canal de Suez, redescendre par la mer Rouge, franchir Bab el-Mandeb et aller se coller pas très loin du Lincoln, ou est-ce qu'il va rester justement en Méditerranée orientale ? Là, il y a une zone d'ombre ou de mystère plutôt supplémentaire. Et c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, parce que il y a un déploiement de force absolument considérable. C'est l'invincible Armada, quoi. C'est Philippe II qui voulait débarquer en Angleterre, et on ne sait pas ce que Trump va en faire. Oui, ce qui est incroyable, c'est que il est à la fois possible que ce soit une répétition de 2003, intervention en Irak, ou bien une répétition de 2015. Quand Obama signait avec les Iraniens un accord sur la limitation du développement de l'arme nucléaire. On va voir les deux hypothèses, mais arrêtons-nous un instant à cette infographie. Elle est tout à fait vertigineuse. On comprend là l'immensité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, oui, c'est un événement historique, puisque depuis 2003... qui, on le rappelle, a été un événement fondateur de tout l'Orient. Depuis 2003, c'est la première fois que les États-Unis d'Amérique déploient une telle puissance. Et on voit très bien, alors c'est en tout petit, mais c'est pas grave, peu importe, on comprend très bien la logique de cette infographie. Et on a en haut à droite les 2 porte-avions, qui sont vraiment les deux pinces de la tenaille qui prend l'Iran. Présentation qui est faite par un professeur qui est spécialiste, évidemment, de ce genre de questions aux États-Unis, me semble-t-il, c'est le caractère assez exhaustif aussi de ce qu'ils sont en train de
de déployer. Sous-marins à propulsion nucléaire, un déluge d'avions, il y a un déluge d'avions. Il y a les AWACS, il y a les stratotankers, donc les avions de ravitaillement, il y a les avions, il y a évidemment du F-35, enfin il y a quasiment, alors tout, non, il y a pas tout, mais en tous les cas, pour les FANA Mili, là, vous avez quand même une collection, effectivement, qui rappelle 2003 et qui rappelle l'immense et l'écrasante supériorité américaine, en tous les cas dans ces dimensions, j'allais dire, aériennes et océaniques. On parlait des faiblesses, parce que ça a toujours des faiblesses. D'abord, il y a la superficie à défendre qui est colossale, et puis la faiblesse de l'armée américaine, c'est quand même la nécessité logistique qui est absolument gigantesque. Si vous voulez durer là pendant quelques semaines, parce qu'ici on dit pour plusieurs semaines, ne serait-ce que pour vivre et même s'en tirer, c'est une nécessité logistique absolument gigantesque. Et si demain, en plus, la guerre se déclenche, je veux dire, là, c'est un mouvement absolument considérable, d'abord qui coûtera des milliards, et puis qui demandera un balai aérien à partir des États-Unis, qui sera absolument colossal. Oui, et sur ce dessin, il manque les B2, puisque eux vont être envoyés à la dernière minute et qui aujourd'hui ont un problème puisque les Anglais ne veulent pas permettre aux Américains d'utiliser deux bases importantes, Fairford et Diego Garcia. Et du coup, ça voudrait dire que s'il y a un conflit majeur et une intervention de grande envergure, il faudra que les B2 partent depuis les États-Unis. Ce qu'ils ont déjà fait. Et soient ravitaillés en vol, c'est ça ? Oui, mais ça prend deux fois plus de temps. Ils sont à 10 000 km des côtes de la frontière iranienne, tandis que s'ils sont à Diego Garcia ou bien à Fairford, qui est à côté d'Oxford en Grande-Bretagne, là, ils n'ont que 3 ou 4 Alors ça doit mettre Trump de très mauvaise humeur. Ça, j'aimerais pas être anglais dans les prochaines heures. Regardez cette image pour bien comprendre la réalité de l'énormité de ce que représente la République islamique d'Iran. C'est grâce à Louise, notre chef d'édition, qu'on fait parce que, comme on sait, le globe terrestre il se déforme un peu. On la voit se déplacer sur les États-Unis. Et regardez à l'échelle de l'Europe, l'Iran, c'est gigantesque, c'est-à-dire une autre zone. Alors ça, c'est 1 700 000 Regardez, ça veut dire une grande partie de la France, plusieurs fois la France. Regardez l'Italie, voilà, c'est énorme. Et ne serait-ce que s'il faut bombarder tous les points, disons, névralgiques en Iran, c'est impossible. Je pense que c'est pas possible. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez prendre la taille de l'Iran, 1 700 000 km², 3 fois la superficie de la France, 4 fois celle de l'Irak. Mais derrière, ce qu'il faut faire, prenez la zone à défendre. Et là, faites glisser vos lignes rouges sur la zone à défendre et déplacez-la. C'est supérieur à la superficie de l'Europe des 27. C'est un peu plus de 5 millions de kilomètres carrés. Vous dites le Proche-Orient. L'ensemble du Proche-Orient concerné, c'est plus que l'Europe. À partir de la frontière occidentale de l'Iran et vous allez jusqu'à la Méditerranée orientale, vous pouvez couvrir même une partie de l'Égypte, j'allais dire, vous vous retrouvez avec une zone qui est absolument... C'est-à-dire que quand vous prenez la carte de toutes les bases américaines, et ça c'est juste les intérêts militaires américains, il y a des intérêts civils, commerciaux, etc. Je veux dire, les Américains, je vous l'apprends pas, ils sont partout. Ce que vous dites là est très important parce que là, on a l'échelle au fond. C'est comme si, à l'échelle de toute l'Europe, les États-Unis devaient assurer la sécurité de l'Europe, avec un déploiement qui est en partie déjà là, mais qui est en partie à mettre maintenant. Et c'est pour ça qu'ils attendent si longtemps. C'est le temps de déployer tous leurs patriotes, tous leurs. Je sais pas comment ça se prononce. C'est THAAD, c'est ça, qui sont d'autres dispositifs de défense, effectivement, pour que toutes leurs, pas seulement leurs bases aériennes, mais aussi tous leurs alliés, qui en fait sont pas ravis de ce qui se passe, parce que on rappelait que les Britanniques n'avaient pas voulu accueillir des avions américains, mais il y a d'autres pays de la région non plus, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui dit non, on préfère que vous soyez pas en base arrière chez nous, parce qu'on n'a pas trop envie de se mouiller dans cette affaire. Donc pour les Américains, il faut vraiment verrouiller le dispositif. En l'occurrence, ce que les Chinois ont fait via de l'imagerie satellitaire, ils sont pas les seuls à pouvoir le faire, mais je pense que ils se sont donné ce plaisir-là, c'est qu'ils ont démontré que des avions américains sont bien en train de stationner en Arabie Saoudite. Et donc, effectivement, les Saoudiens font des communiqués, mais la réalité des faits, c'est que les Américains sont bien présents sur ces territoires, qu'ils ont ramené des éléments supplémentaires. Je pense que c'est compliqué pour MBS. En secret, alors ? Oui, mais en secret, oui et non, puisque c'est très visible. Parce qu'officiellement, l'Arabie Saoudite dit toujours on veut pas. Exactement. Vous ne pourrez pas utiliser notre espace aérien pour mener des attaques. Donc, voilà.
Ce qui fait qu'il y a un peu ce double discours, cette double attitude de la part de ces puissances, j'allais dire, dans l'environnement proche, parce que je pense que voir un régime iranien affaibli, ça leur déplaît pas tant que ça. En revanche, le chaos serait immensément problématique, et je pense que ce qui l'est encore plus, c'est de dire non à Donald Trump. Donc on voit qu'il y a ce jeu-là, et ce sont les Chinois, encore une fois, mais d'autres pourraient le faire, qui ont très largement diffusé ces images de ces avions américains supplémentaires arrivés en Arabie Saoudite, arrivés en Jordanie, arrivés en d'autres. Ce qui fait dire au ministre iranien Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, dans le courrier qui a été transmis à l'ONU, et il a redit aujourd'hui sur CBS, on a vu un extrait d'une citation tout à l'heure à l'écran, si nous sommes attaqués, alors nous aurons toute légitimité et légalité pour frapper toutes les emprises dans la région. L'importance de l'aspect aérien. Le New York Times dit, on suit au fur et à mesure que les nouvelles nous arrivent. Trump envisagerait un bombardement ciblé contre l'Iran, suivi d'une attaque plus large. Il y aurait une sorte d'attaque en 2 temps. Dans quelle logique ? La première, en fait, je pense qu'il se réfère, et Donald Trump avait demandé ça lors de son premier mandat contre la Corée du Nord, ils avaient cette idée de ce qu'on appelle l'opération au sens propre... coup de poing dans le nez. C'est-à-dire, vous faites saigner le nez de l'adversaire, c'est pas létal, mais vous lui infligez un dommage, où il voit du sang, et il comprend que vous êtes sérieux. Donc vous crédibilisez la menace que vous faites peser sur lui. Oui. Et ensuite, si besoin est, mais on rentre dans une équation qui est compliquée parce que c'est un aveu de faiblesse, et c'est là qu'on retourne dans cette dialectique de la puissance de conquête face à la puissance d'encaissement. C'est que si ça ne fonctionne pas et s'il ne capitule pas, et rappelez-vous ce que vient de dire quand même de manière immensément naïve Witkoff. Il est désastreux cet entretien de Witkoff, mais vraiment, y compris sur l'Ukraine. On n'en parlera peut-être pas, mais c'est dommage. C'est son côté naturel. Quand il dit, alors vous savez, vous voyez, il l'apprécie. Guillaume Roquette, lui, il dit, parce qu'il aime les Américains. Et ça me plaît, ça, chez lui. En fait, moi, avec Witkoff, je suis passé du mépris à la tendresse. Parce qu'il est très largement... C'est pathétique, vous voulez dire qu'il est pathétique ? Oui, c'est ça que vous voulez dire. Il est complètement... Vous savez ce qu'il a dit dans cet entretien ? Il a dit, les Iraniens, il dit ça à la télé nationale américaine, un dimanche. Tout le monde est devant la... Enfin, tout le monde. Oui. Beaucoup de monde. Il dit, vous savez, les Iraniens, ils sont à 1 semaine d'avoir le matériau pour une arme nucléaire. Pardon ? Ouais. C'est l'envoyé du président des États-Unis sur ce dossier. Je vous donne à l'instant les précisions. Il n'est pas idiot. S'il dit ça, c'est parce qu'il pense que c'est le discours le plus efficace. Je pense pas, malheureusement. Là, je vous lis ce que dit le New York Times. Le président Trump déclare à ses conseillers que si la diplomatie ou toute attaque ciblée des États-Unis n'amène pas l'Iran à céder, eh bien, il envisagera une attaque beaucoup plus importante. Donc, il y aurait vraiment une logique en 2 temps. Oui. D'abord, un bombardement M, à un point M, un moment M, et ensuite une vague de bombardement s'il ne cède pas. En fait, ça veut rien dire. On parle des effets avant de parler des buts. On doit savoir quels sont les buts pour pouvoir définir les effets. C'est militaire. Je veux dire, on pouvait pas. Il faut savoir ce que veut Trump avant de savoir quel bombardement il va faire. On peut pas. S'il veut, par exemple, renverser le régime, il peut le décider. Ça va être un bombardement de longue durée. Général, attendez. Non, mais franchement, vous nous bourrez un peu le mou là. Vous connaissez beaucoup de guerres où les gens n'ont pas masqué un peu leur non, mais qu'ils le masquent peut-être. Mais je veux dire, le Washington Post, on dit, il va bombarder tous azimuts. Non, quand on bombarde, ça correspond à un but politique. Ça ne peut être que ça. Et tant qu'on connaît pas ce but politique, on ne peut pas dire qu'il va bombarder dur ou bombarder mou. Voilà. Oui, désolé, tout à fait. Je veux dire, bien sûr qu'on peut casser ses objectifs quand on est sur une guerre légale ou quand on est sur un effet de surprise. Là, c'est une guerre qui est en dehors du droit international, même si évidemment, je pense que la majeure partie de la planète espère que ce régime s'effondre. Il ne peut pas ne pas annoncer ses objectifs. Bush, qui en 2003 a décidé de faire la guerre à Saddam Hussein après les attentats du 11 septembre, dont l'Irak n'était pas responsable. Mais là, c'était contre les armes de destruction massive qui n'existaient pas. Il a menti, mais il a annoncé ses objectifs. Il a dit, je vais aller là-bas, mettre fin à ce régime et établir la démocratie. C'était un mensonge, mais c'est ce qu'il a dit. Même chose pour les Israéliens et Olmert lorsqu'il a fait de la guerre destructrice de 2006 au Liban. Vous êtes une vraie orientale comme moi, Sophia Amara, parce que vous dites, alors, il a menti, mais au moins, c'était clair. Non, mais
en sens clair. Il a mis en œuvre, son mensonge. Il a menti sur les raisons de la guerre, mais il a mis en œuvre ce qu'il avait dit. Exactement. C'est-à-dire qu'il a envoyé un corps expéditionnaire et qu'il a envahi. Là, le problème, c'est qu'il a assemblé une force dont on ne sait pas à quoi elle sert, et peut-être que lui non plus ne le sait pas. Les informations nous arrivent. Il y a beaucoup, c'est la presse anglo-saxonne, américaine surtout, qui est toujours soit tuyautée, soit manipulée. Ça, chacun est libre de son appréciation. On note une augmentation des échanges de renseignements entre les services qui semblent indiquer des signes inquiétants que l'Iran pourrait ordonner à ces organisations terroristes supplétives, c'est ces proxys, de mener une attaque terroriste contre des cibles américaines en Europe et au Proche-Orient en cas de bombardement sur l'Iran. Oui, non, mais bien sûr, les proxys, c'est un problème. Les milices irakiennes chiites sont prêtes, évidemment, à soutenir l'Iran si elle attaque les États-Unis. Mais pour revenir à ce qu'on venait de dire à l'instant présent, c'est rarement dans l'histoire en fait récente, les États-Unis se sont préparés à conduire un acte de guerre aussi fort que celui qu'ils ont l'air de s'apprêter à vouloir conduire, sans aucune explication et sans aucun débat public. Voilà. C'est vraiment cela. Nous n'avons aucun débat public, exactement. Aucune explication. Et c'est vrai, Sophia Amara a raison de le dire, qu'en 2003, Bush père était allé expliquer ce qu'il voulait faire. Effectivement, il s'était trompé. Il avait fait l'effort il avait même comparé le moment avec la crise des missiles de 1962. Il avait fait des efforts. Aujourd'hui, on est dans l'inverse, c'est-à-dire Donald Trump. Donc, soit c'est de sa part hyper stratégique. Je préfère penser que c'est ça. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'une intelligence suprême de Donald Trump qui ferait que justement il ne veut rien dire alors qu'il sait parfaitement ce qu'il veut faire et qu'il attend le bon moment pour le faire. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne sait rien. Et c'est inquiétant. Mais nous ne savons pas. La seule chose que nous savons, c'est la projection qui coûte très cher de ces deux armadas en Méditerranée et en mer d'Oman. Mais l'expression... Il ne va pas nous expliquer ce qu'il va faire. Non, bien sûr, mais vous avez raison. L'impression qu'il renvoie, ça n'est pas d'être un homme extrêmement... Oui, non, bien sûr, mais d'être prêt et de savoir ce qu'il veut, mais de cacher ses objectifs. Pas du tout. Il nous donne l'impression brouillon. Il dit à un peuple, soulevez-vous, on arrive. Il ne vient pas. Il y avait un accord sur le nucléaire. Il ne vient pas. À ce qu'on a sous les yeux, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de montée en puissance. Il avait un accord sur le nucléaire. Il l'a jeté à la poubelle. Il les a appelés à négocier. Ils disent, tiens, ils sont pas sympas, ces Iraniens. Ils ne cèdent pas aux pressions. Enfin, il dit que le nucléaire a été complètement éradiqué suite aux frappes de juin dernier. Ça n'est pas le cas. Donc, il y a quand même une impression de grand flou et de grande incompétence. Ce soir, il y a un parti de l'intervention, un parti de la guerre qui donne de la voix. On peut peut-être lire ce que dit, par exemple, Lindsey Graham. Ça, c'est vraiment les républicains hyper bombardistes. Il y a un parti du bombardement. C'est le général Desportes qui dit toujours, il y a une espèce d'idéologie du bombardement chez certains Américains. D'abord on bombarde et ensuite on voit. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis ce qu'ils ont fait au Vietnam. On croit qu'on peut tout régler par le bombardement aérien. Churchill l'a cru d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a bombardé l'Allemagne. On s'aperçoit que les campagnes aériennes ne sont jamais suffisantes. Quand vous voulez gagner une guerre, ça se passe au sol à la fin. Et donc c'est des soldats. Voilà. Donc Graham, Axios. Je comprends les inquiétudes concernant les opérations militaires majeures au Proche-Orient compte tenu des conflits passés. Cependant, ceux qui déconseillent de s'y impliquer semblent ignorer les conséquences de laisser le mal se propager sans contrôle. Là, on commence à l'argument changement de régime, ça commence à ressembler effectivement à l'Irak. Oui, c'est vrai que c'est important le fait qu'il y ait une voix conservatrice qui dise ça, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'isolationnistes dans l'électorat de Donald Trump, des gens qui disent mais moi on se mêle des affaires du monde et mieux on se porte. Et peut-être que c'est l'une des explications d'ailleurs des hésitations apparentes de Trump, c'est que il hésite entre ces deux options-là. Mais le problème, c'est que moi je trouve que M. Graham il a raison, il aurait raison si on était sûr de l'issue d'une intervention américaine. Mais le danger, c'est que ce soit pire que mieux. C'est-à-dire que le régime résiste, que qu'il soit encore plus meurtrier et que ce soit un échec comme l'a été l'intervention en Irak. Mais pour qu'on définisse un résultat, il faut savoir quel est le but. On revient toujours, c'est le serpent qui se mord la queue. Tant on dit quel est le résultat, on n'est pas sûr du résultat. Mais quand on ne connaît pas le but, on ne peut pas savoir quel résultat on attend. Je pense que ça me paraît très compliqué. Le but n'est pas public, mais peut-être connu de la part de ceux qui ont préparé les scénarios. Expliquez-nous, attendez, on va revenir au but dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de déclarations ce soir, y compris
compris en Israël, puis c'est Israël qui pousse le plus à l'action, et notamment l'ambassadeur américain en Israël qui fait une déclaration qui suscite alors un tollé évidemment de réaction. Mais d'abord, si on reste à l'idée du bombardement, s'il mène une campagne de bombardement de grande ampleur, coup de semonce, puis campagne, on va voir les images, puisqu'il y a une espèce de surenchère d'avions entre les Raptors, les AWACS, les ravitailleurs, les F-15, les F-18, les F-35. Ouais. Quel est le scénario ? Regardez, c'est le flight radar des dernières 24 heures. C'est tout à fait spectaculaire. Oui. Alors ça, ce sont des avions tous les avions qui viennent, notamment les ravitailleurs. Ça veut dire qu'il y a encore un balai aérien, un pont aérien qui est mis en place pour tout ce qui est logistique. Alors, concernant le scénario, si ça attaque, il y aura vraisemblablement les premières cibles seront tout ce qui est anti-aérien pour permettre à l'aviation américaine après de fonctionner sans être interceptée. Donc ce sont les bases aériennes pour empêcher de décoller. Ils ont quand même quelques avions. Alors il y a des F-4 fantômes, il y a des F-14, ils ont des trucs qui sont de la guerre du Vietnam carrément. Mais ils ont aussi tous les missiles anti-aériens. Mais là, il y a aussi les Tomahawk. Il y a des centaines de Tomahawk à partir des bâtiments. On n'est pas obligé d'aller risquer des avions avec des pilotes à bord. Les Tomahawk peuvent faire un résultat considérable. Et puis, quand tout ça sera éteint, eh bien, si les cibles, ce sont par exemple les missiles balistiques et leurs sites de construction, ou bien les installations nucléaires, eh bien, ça sera le plus lourd, les B2, peut-être même les B-52, avec les GBU-57, etc. Oui, il s'agit de sécuriser le ciel, mais on n'est pas à l'abri d'un autre scénario, c'est-à-dire que ces bombardements intensifs que souhaite Lindsey Graham, et d'ailleurs il rappelle dans cette interview avec Axios que, eh bien, autour du président Trump, il y en a quand même qui sont contre, et il le déplore. Et d'ailleurs, il ajoute, Trump n'en fera qu'à sa tête, dans ce sens qu'il ira plutôt du côté de la guerre. Mais il y a aussi une option, c'est que, eh bien, la population se mette à bouger après les bombardements. Donc même s'il n'y a pas des troupes au sol, ça n'est pas une condition. Bien sûr que c'est une condition d'avoir des troupes au sol pour faire tomber un régime, mais il se pourrait qu'un bombardement intensif et 2 vagues de bombardement fassent bouger les choses à l'intérieur, c'est-à-dire la population, c'est l'armée. Donc ça pourrait être un électrochoc qui pousserait l'armée dans les bras de la contestation et que les contestataires qui étaient massacrés jusqu'ici, eh bien, prennent leur courage à deux mains et sortent massivement, plus encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et nous sommes presque en prise directe sur la Maison-Blanche et le New York Times, décidément, qui crache comme ça un certain nombre d'informations, évidemment en général bien renseignées. Les États-Unis envisageaient des options incluant l'envoi d'équipes de forces spéciales au sol capables de mener des raids pour détruire des installations nucléaires ou de missiles. Tout raid de ce genre serait très dangereux, nécessitant que les forces d'opération spéciales restent au sol plus longtemps qu'elles n'ont été pour le raid visant à capturer Maduro. Pour l'instant, plusieurs hauts responsables américaines déclarent que ces plans sont réservés. Ils les mettent de côté parce que le degré de danger est trop grand. C'est énorme. Non, effectivement. Après, ça, c'est une grande spécialité américaine. L'Iran n'est pas le Venezuela, mais les Américains ont montré qu'ils savent faire. C'est-à-dire l'utilisation des systèmes de brouillage et les forces au sol qui, grâce à un appui aérien et des feux soutenus, progressent pour aller... saisir une cible, qu'elle soit humaine ou matérielle. Au passage, on ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas, où sont les 440 kilos d'uranium enrichi. Il faut rappeler que ces 440 kilos, de par l'extrême densité de l'uranium enrichi, c'est un contenant qui fait 21 litres. C'est un cube avec une arête de 37 cm, donc ça rentre dans le coffre d'une voiture normale. Donc si ils savent où c'est, ça pourrait faire partie des objectifs, mais ce serait, encore une fois, et vous l'avez souligné, extrêmement dangereux. Passons par Israël. Vous y êtes, Stéphane Goldin, vous êtes ancien responsable d'unité des forces spéciales israéliennes. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une des dernières nouvelles que nous ayons, le fait que les Américains hésitent à envoyer des commandos au sol pour des opérations telles que Gallagher-Fenwick les décrit. Comment ça se passerait, c'est votre métier de base, si j'ose dire, si les Américains voulaient tenter une opération au sol ? D'abord, c'est un travail qui se prépare à l'avance et qui prend énormément de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'abord, c'est la première des choses. La seconde chose, il faut énormément de renseignements évidemment humains, du renseignement technologique, et il faut évidemment s'appuyer sur la présence de certaines personnes au sol. C'est-à-dire, quand je dis certaines personnes, évidemment des Iraniens qui peuvent évidemment prêter main forte. Troisièmement, c'est un travail d'infiltration qui se fait au sein, du territoire iranien par différentes façons, par différentes formes. Ce
quand je parle d'infiltration, ça veut dire c'est aussi quelquefois pouvoir se mouvoir au sein de la population pour pouvoir à un moment donné sortir de l'ombre. Quatrièmement, évidemment, il y a une préparation. Il y a évidemment la question des cartes et de la préparation. Et à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une attaque qui se fasse simultanée pour qu'il y ait cet effet de surprise. Parce que le but d'une opération au sol est aussi qu'il y ait un effet de surprise pour pouvoir surprendre évidemment l'ennemi et pour pouvoir évidemment mettre un coup le plus rapidement possible. Il faut comprendre qu'une opération au sol, c'est quelque chose qui se fait d'une façon très courte, dans un temps très petit, je dirais, avec une force de frappe qui puisse mettre, je dirais, en choc, je dirais, l'ennemi que vous avez face à vous. Et il faut repartir. Il faut repartir. Oui. Et il faut évidemment repartir, avec évidemment, et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que vous abordez parce qu'il faut repartir et évidemment repartir en ne mettant pas en danger les gens que vous avez, je dirais entre guillemets, utilisés, mais aussi en sauvegardant vos propres troupes. Ouais. Et c'est vrai que en général, quand il y a un plan qui est mis en place pour ce genre d'opération, il y a plusieurs, je dirais, options pour pouvoir évidemment opérer, mais pouvoir aussi se retirer au moment donné. Oui, j'avais une question, Monsieur Goldin. Vous vous rappelez de l'opération Geronimo qui avait mené à conduit à la neutralisation de Ben Laden. Il avait été repéré à Abbottabad en 2010 et il avait été neutralisé en mai 2011. Tué en français. Oui, mais lui, il comprend ce terme-là. Donc, ça a pris beaucoup de temps. C'est vrai que c'était... Vous n'êtes pas du même service. Non. Et donc, 2011, donc ça a pris quand même des mois. Bien sûr, cette cible était de la plus haute importance pour les Américains, parce que Ben Laden, évidemment, était le cerveau du 11 septembre. Ce que j'entends, ma question, c'est la suivante. Puisque cette crise, même s'il y a eu les frappes de juin dernier, on a l'impression que s'il y a une opération pour prendre Khamenei et son fils, le liquider, récupérer les 400 kilos, ça ne peut se faire qu'avec le Mossad, qui lui, depuis des années, traque et infiltre l'Iran, ce qui n'est pas le cas des Américains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis en partie d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est vrai qu'il y a, pour le moment, en tout cas, les Israéliens, et ils l'ont encore démontré au mois de juin dernier, qui ont une connaissance pratique, je dirais, du territoire iranien et qui ont su se mouvoir sur le territoire. Maintenant, cela, si ça devait se faire, je pense que ça serait aussi avec un commandement partagé avec les Américains et que les choses soient claires. Mais je voudrais simplement rappeler une chose. Il faut souvent, je donne cette image qu'il faut que les étoiles puissent s'aligner pour avoir ce type d'opération. Et je voudrais aussi rappeler une seconde chose. Derrière tout ça, il y a peut-être aussi des enjeux qui sont différents pour les Américains ou pour les Israéliens. Les Israéliens, oui, ils veulent franchement, dans le fond, la chute du régime des Mollahs. Les Américains, ils pourraient jouer ce jeu-là, mais le jeu n'est pas complètement clair, pour dire clairement les choses. Maintenant, dans cette affaire-là, il faut comprendre que si c'était simplement la capture, l'enlèvement, l'élimination de Khamenei et de son fils, je pense que ça ne serait pas suffisant pour qu'il y ait un renversement du régime iranien. En tout cas, ce soir, beaucoup de choses passent par Israël. Là, c'est le scandale que provoquent les déclarations de Huckabee, l'ambassadeur Huckabee américain donc en Israël. Il répondait à Tucker Carlson et il a une vision évidemment très très à droite, c'est pour même plus à droite peut-être que Netanyahou. Écoutez sa version. La zone dont nous parlons en particulier est celle qui, selon les textes bibliques, aurait été donnée à Israël par Dieu à travers Abraham. Il est alors question d'un peuple, d'un territoire et d'une mission. Est-ce que Israël a le droit de contrôler cette zone au motif que la Bible l'attesterait ? Ça serait acceptable s'il prenait tout. Je pose la question ici. En fait, est-ce que Trump est sous l'influence de gens comme ça, de Netanyahou bien sûr, de Jared Kushner, son gendre? Est-ce qu'en réalité, il veut redessiner le Proche-Orient à cette aune-là? C'est intéressant parce que là, en fait, dans cet affrontement, vous avez deux courants du christianisme.
Et vous posez la bonne question, qui est plus influent? Lequel des deux? En l'occurrence, Trump, il n'est pas annexionniste. Sur la Cisjordanie, il a été très clair. Et d'ailleurs, il parle de West Bank, Cisjordanie, alors que Mike Huckabee, il parle de Judée et Samarie. Lui, il appartient au courant baptiste du Sud. Ils sont dispensationalistes. Il croit à l'inhérence, donc c'est l'autorité. Oh là là, on entre dans la théologie. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire de manière très simple. Voilà ce que donne la géopolitique sur la base de la Bible. C'est quoi sa référence? C'est pas le droit international, c'est la terre qui a été promise aux descendants d'Abraham, qui vont de l'Irak d'aujourd'hui, de l'Euphrate jusqu'au Nil, l'Égypte. Et après tout, si Israël veut le prendre, that's fine. Ça serait très bien. Et c'est de l'hérésie pour Tucker Carlson, qui lui n'est pas du tout proche des mouvements chrétiens sionistes. Alors, je ne vais pas vous saouler avec ce qu'est le sionisme, ou plutôt le christianisme sioniste, mais c'est un courant qui est, vous avez dit, il va plus loin que Netanyahou. C'est exactement ce que pense Netanyahou. Ces gens-là sont très proches de l'extrême droite israélienne. Mais en clair, est-ce que Trump est prêt à une guerre majeure au Proche-Orient? Est-ce qu'il est prêt de la même façon que Bush fils avait voulu redessiner tout l'Orient avec l'Irak? Est-ce que cette fois-ci, c'est un autre Trump que celui qu'on avait connu? C'est-à-dire, on disait toujours, il faut se méfier des lieux communs, hein, il veut pas intervenir, c'est pas un interventionniste, puis il y a peut-être qu'une autre possibilité. Je vois pas pour quelle raison. Effectivement, je pense que c'est cet argument que depuis 1200 ans avant notre ère, la région est juive. C'est quand même un truc un peu compliqué à traduire en langage diplomatique. Surtout, ça vient d'Abraham. Vous savez qu'Abraham est mort à 175 ans. Hein. C'est en tout cas ça donne des espoirs. Dans les Écritures, donc effectivement, ça donne l'espoir, mais ça donne un petit mot de la crédibilité historique de l'affaire, ce qui n'empêche pas une dimension théologique considérable. Je ne veux me fâcher avec personne. Non, moi je crois que il y a beaucoup de choses qui sont pas claires chez Trump. Il y a un truc qui semble-t-il est une obsession chez lui, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Et moi je suis convaincu qu'il y a pas renoncé. Et alors, avoir le prix Nobel de la paix, si on arrive à dézinguer un des régimes les plus cruels et les plus meurtriers de l'univers pour le remplacer par quelque chose de plus présentable, là, ça le fait. En revanche, avoir le prix Nobel de la paix en embrasant toute une région, là, pour le coup, ça va être moins évident. Moi, je ne crois absolument pas qu'il veut une guerre longue, parce d'abord, il l'a déjà exprimé très clairement, il ne veut pas s'enferrer, comme ça a été le cas en Irak, comme ça a été le cas au Vietnam. L'autre jour, il a fait une déclaration assez longue sur le sujet, et il l'a prouvé en juin, avec une passe sur les sites nucléaires qui a été très courte. Il a après rattrapé le bras des Israéliens, il l'a prouvé à Caracas, et je pense que même s'il était forcé à intervenir parce que les Mollahs veulent pas négocier, eh bien, à un moment donné, ça sera, je parie sur quelque chose de plutôt court, plutôt que sur quelque chose de long, d'autant plus que son but suprême, à mon sens, n'est absolument pas de renverser les Mollahs, qui nécessiterait une campagne très longue. Et ça, les Iraniens, ils l'ont compris. Oui, je pense. Et c'est pour ça qu'ils veulent l'attirer justement dans quelque chose qui pourrait potentiellement être plus long, compliqué, sans doute. etc. C'est-à-dire, c'est ce piège-là qui sont en train de mettre face à Steve Witkoff et Jared Kushner, cette possibilité-là. Donald Trump, il est prêt, oui, à une guerre majeure, s'il a la certitude de la gagner. Et c'est tout. Et comme il n'a pas cette certitude, aujourd'hui, il n'y va pas, il hésite. Il a évidemment, on a bien compris que il va pas y aller pour les beaux yeux des Iraniens. En revanche, ce qui l'importe, c'est ce qui se passe dans son propre pays, aux États-Unis, et il est bientôt face aux midterms. Donc cette possibilité, rien que l'idée éventuelle de perdre, ne serait-ce qu'un homme sur le terrain en Irak, j'allais dire, en Iran, ça ne lui plaît pas. Il ne veut pas prendre le risque. Mais, en revanche, il est toujours d'accord pour montrer qu'il est prêt à le prendre. Votre lapsus donne le ton, effectivement. Oui. Sans arrêt, on fait maintenant la comparaison avec l'Irak. Rappelez-vous, Colin Powell qui mentait, pas d'autre mot, avec les armes de destruction massive. En disant, alors c'était le leitmotiv, évidemment, des Américains à l'époque. Vous vous rappelez ça? Moi, je me rappelle, puisque j'ai déjà raconté 25 fois l'anecdote où, un an avant, un des officiers qui étaient sous mes ordres au Kosovo, un capitaine d'artillerie américain, m'a dit, en mars 2022, sœur, je suis déployé au Proche-Orient pour faire la guerre à l'Irak, en mars 2022, et je partirai avant la fin de mon tour. 2002, excusez-moi, oui, c'est là. Je partirai à la fin de mon tour, avant la fin de mon tour, qui était en octobre suivant, et il est parti effectivement en août, rejoindre son régiment, qui a été déployé au Moyen-Orient, et qui, quelques mois après, a fait la guerre. Ce qui est terrible avec cette photo, on le voit juste derrière lui. Colin Powell, il ne veut pas donner ce discours parce qu'il sait que c'est faux. Et il dit, il était mal à Bush,
si vous me faites dire ça, alors je veux George Tenet, le patron de la CIA de l'époque juste derrière moi. Parce que c'est sur la base de ce qu'il n'a pas rapporté que je vais présenter un mensonge. Et cette image, dit-il, et comme quoi il avait bien compris le moment, restera associée à moi et à ce moment. Et regardez, on est 23 ans plus tard, et il est toujours là. Et pourtant, vu des Américains, est-ce qu'on est sûr qu'ils regrettent complètement? Regardez Tony Blair, qui n'est pas américain, mais il est quasi américain, puisqu'il a été dans la roue des Américains. Il a fait une déclaration à Channel 4, c'est un documentaire qui paraît là ces jours-ci, et c'est très frappant à voir. Il considère que le crime d'agression de l'Irak n'est pas entièrement mauvais. L'histoire dure depuis longtemps. Et je dis souvent aux gens, si vous regardez l'Irak aujourd'hui, serait-il préférable que Saddam et ses 2 fils soient toujours au pouvoir? Beaucoup considèrent chez eux qu'au fond, malgré tout, l'Empire américain gagne des parts de marché et il se trompe, il fait des erreurs, il commet des crimes, c'est un crime, mais en Irak, ils sont plus présents maintenant qu'ils n'étaient sous Saddam. Donc petit à petit, malgré tout, en perdant même, ils gagnent. 1 million de morts. Oui, 1 million de morts. 1 million de morts. Mais l'Empire progresse. Non, ou pas. Pas une question d'empire. Je pense que oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait meilleur vivre en Irak que ce l'était sous Saddam. C'est certain. Mais à quel prix? C'est-à-dire que de 2003 à 2026, les Irakiens sont passés par une présence américaine meurtrière. Ils ont nourri l'État islamique qui est devenu Daesh plus tard dans les prisons de Abu Ghraib et de Bouka, n'est-ce pas? Ça a été une véritable école du djihadisme avec des Afghans, l'armée irakienne qui a été démantelée et qui a voulu prendre sa vengeance et donc qui a rejoint les rangs de ces illuminés de djihadistes qui arrivaient d'Afghanistan. Donc ils ont nourri la création de l'État islamique. Il y a eu une guerre civile entre sunnites et chiites et aujourd'hui, enfin, l'Irak commence à respirer, même si les Américains ont offert l'Irak sur un plateau d'argent aux Iraniens, que nous sommes aujourd'hui, là, ici, prompts à dénoncer, et à juste titre. Je parle du régime, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a une dystopie, c'est ça, quand on essaie d'imaginer ce qu'aurait été l'histoire si elle avait été différente. Une uchronie. Voilà, une uchronie. Oui. C'est un exercice un peu vain. Et il y a cette idée de vouloir défendre un monde qui n'est plus, parce que même les Américains sont revenus sur cette espèce de devoir messianique des États-Unis qui devrait apporter la civilisation, la démocratie au monde. On a bien vu que ça ne fonctionnait pas et que ça ne fonctionnait pas non plus en Afghanistan où les officiers américains étaient supposés apprendre les subtilités du bicamérisme aux talibans. Enfin, je veux dire, évidemment, et de la parité homme-femme. Et donc, je pense qu'il y a une dans les institutions. Il faut un chemin d'humilité, mais peut-être que Tony Blair est en cela l'héritier d'une grande nation coloniale qui voyait une forme de responsabilité presque universelle, mais malheureusement on juge une œuvre à ses résultats, et les résultats, ils ont été partout catastrophiques. Et vous traversez la région, et je parle sous le contrôle de Sophia Mara. Demandez aux gens quels sont leurs 3 personnages les plus détestés dans la région. Tony Blair est systématiquement dans ce top 3, précisément à cause du rôle qu'il a joué là-dedans, et du rôle, et c'est très intéressant, et c'est Aniva, je crois, qu'il a évoqué tout à l'heure, que Keir Starmer, aujourd'hui, se refuse à jouer. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas refaire 2003, alors que les deux, faut pas l'oublier, sont des travaillistes, donc en théorie du même bord politique. Oui, non, moi je repense à mes années passées en Irak, justement de 2003 pour les 6-8 années qui ont suivi, et à cette détestation que j'ai perçue par les Irakiens, de justement ces Américains qu'ils ne comprenaient pas, qui venaient les libérer certes, mais qui essayaient de leur imposer des valeurs qui ne sont pas les leurs. Et ça, je l'ai vu en Afghanistan, je l'ai vu partout où j'ai été dans toutes les guerres. Et il me semble assez évident qu'aujourd'hui, Donald Trump ne veut pas réitérer cela. Ça me semble assez évident. Ça n'est pas cela. En tout cas, on ne sait pas quel but il poursuit, mais on peut exclure celui-là. Tout à fait. Oui, enfin... Oui, moi j'étais dans une prison irakienne où j'ai rencontré un djihadiste qui était le chef, le sorte de ministre de la défense de Daesh à Mossoul, et qui avait fait une partie de ses études, en tout cas un stage à Saint-Cyr. Sous Saddam Hussein, il était venu avec une équipe de militaires. Il était dans cette armée laïque, etc. Et donc, j'ai demandé à lui parler. Et pour des raisons éthiques, évidemment, j'ai posé ma caméra et j'ai d'abord discuté avec lui pour savoir s'il le voulait. Et je lui dis, et la première chose qu'il m'a dit, c'était glaçant.
Il m'a dit, je vous félicite pour l'attentat de Nice. Vous vous rappelez de cet attentat, ce camion de 14 juillet. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous a fait la France? Rappelez-vous de Villepin, rappelez-vous de 2003. Il m'a dit, c'est vrai, mais depuis, vous bombardez l'État islamique. Donc partout où la France ira, on souhaitera... Et je lui ai dit, mais vous étiez laïque. Il m'a dit, oui, mais Paul Bremer... Blair, tous ces gens-là, ils ont démantelé l'armée irakienne. Donc, il aurait pu y avoir une intervention qui aurait bien fini s'il n'y avait pas eu tant d'erreurs après. Est-ce une tentative d'assassinat qui a été menée contre Trump? Tout ça, évidemment, dépend du sort personnel de Donald Trump. Il est l'autorité suprême qui décidera soit de la négociation, soit de la guerre. Les dernières informations sur ce qui s'est passé à Mar-a-Lago. Donc, c'est un homme armé d'un bidon d'essence et d'un pistolet qui a été abattu après être entré illégalement à Mar-a-Lago. C'est évidemment la résidence de Donald Trump en Floride. Et en l'état des informations, donc, il était muni d'un fusil, d'un bidon d'essence, il s'est introduit illégalement dans l'enceinte. C'était le responsable du Secret Service a donné ces informations. Et il faut bien préciser, Trump n'était pas présent sur les lieux. Mais évidemment, c'est le lieu où il y a déjà eu une tentative. Et ça rappelle la longue suite de tentatives de l'assassiner, y compris, d'après Trump, de la part des Iraniens. Au moins, récemment, au moins 2 identifiés. Une qui s'est déroulée sur son golf non loin de Mar-a-Lago, à West Palm Beach. Une autre qu'on a commentée ensemble, Darius, le 14 juillet de l'année dernière, à Butler, en Pennsylvanie, où une balle lui a effleuré l'oreille et est venue tuer, il ne faut pas l'oublier, une personne qui était dans les gradins juste derrière lui. Donc clairement, et c'est une porte ouverte que j'enfonce, les gens veulent s'en prendre à la vie de Donald Trump. Là, en l'occurrence, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, vous l'avez dit, qui était muni d'un jerrycan avec de l'essence dedans et un fusil ou alors un pistolet, on ne sait pas très bien. Qui a été abattu par des membres donc du Secret Service, donc des services de protection, avec un membre des autorités locales, un shérif qui était également sur le lieu. C'est la nuit, 1h20 du matin en heure locale. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump et sa femme Melania auraient pu être présents, puisqu'on sait très bien que l'hiver, le week-end, il va très souvent à Mar-a-Lago, mais là, il avait un rendez-vous avec des gouverneurs à Washington, donc il est resté à Washington DC. Donc c'est un incident effectivement de plus qui confirme, et on a commencé l'émission en parlant de violence politique, c'est un fait qui est absolument indéniable. Et là, il y a une vie perdue supplémentaire. Mais en même temps, on sait que les États-Unis, c'est une histoire de violence. Il y a quand même 4 présidents qui ont été assassinés, on se rappelle. Oui. Et je vérifiais, il y a, en plus de ces 4 présidents assassinés, il y en a eu 16 qui ont été visés par des attentats déjoués. Des tentatives d'assassinat. Donc c'est pas forcément que Donald Trump, c'est véritablement inhérent à la violence intrinsèque des États-Unis. Alors après, c'est inédit pour Donald Trump en l'occurrence, qu'il fasse l'objet, de 2 tentatives en étant candidat puis président. Ça n'est, dans mon souvenir, et il est vague, jamais arrivé. Mais effectivement, la violence politique n'est pas nouvelle aux États-Unis. 1/4 des présidents ont fait l'objet de tentatives, 4 qui ont été effectivement assassinés. Mais voilà, passons par vous, Stéphane Goldin, vous êtes toujours avec nous, vous êtes ancien patron d'unité d'élite de l'armée israélienne. Alors vous êtes une unité, je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, mais qui souvent doit soit tuer, soit protéger. Donc évidemment, vous êtes très armé mentalement pour commenter ce genre d'événement. Est-ce qu'on peut protéger Trump, ou est-ce que même lui échappe à une protection à 100%? Là, on ne sait pas très bien à quel point il a été menacé, s'il avait été dans Mar-a-Lago, mais à quel point on peut le protéger? Écoutez, une protection ne peut jamais être faite complètement à 100%. Maintenant, c'est vrai que le président des États-Unis a un dispositif autour de lui qui permet d'avoir un maximum, je dirais, de structure pour pouvoir éviter toute atteinte à sa personne. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de renseignements extérieurs, de renseignements aussi internes. Il y a aussi les gens qui sont autour de lui. Toujours est-il que il y a aussi des présidents, possible que le président Trump soit un de ces présidents qui aussi aime, entre guillemets, ce qu'on appelle sa liberté, et qui aimerait aussi, de temps en temps, ou alors pouvoir aller jouer au golf tranquillement, ou sortir. Il y a eu des présidents en France qui sont sortis avec un casque sur la tête pour rejoindre je ne sais plus qui. Mais toujours est-il qu'il
Il y a des présidents qui, eux, jouent le jeu. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir cette liberté. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les services, en tout cas, qui s'occupent de leur protection personnelle. Ouais, ce qui est étonnant quand même, c'est que là, apparemment, on savait qu'il était à la Maison-Blanche, puisqu'il avait un agenda officiel. Et en plus, quand Trump se déplace, c'est pas vraiment furtif, parce que Air Force One, ça se voit quand même. C'est pas furtif. Et donc, ça veut dire que les services de sécurité, j'imagine qu'ils savent si le président est sur place ou non. Et pourtant, ils ont tiré. Donc, alors, on sait que, alors évidemment, s'introduire avec un fusil dans un domaine présidentiel, c'est pas très malin, surtout aux États-Unis où les forces de l'ordre ont la gâchette facile. Mais c'est quand même assez étonnant que ce soit monté aussi vite, alors même que Donald Trump n'était pas là. Ça, je veux dire, il y a ce qu'on appelle des zones de sécurité. En France, on a les ZMS. À l'intérieur des ZMS, on tire. Donc, les zones militaires de sécurité, etc. Parce qu'il avait l'air agressif. Oui, non, exactement. Sur CNN, ils ont dit qu'en fait, lorsqu'ils ont dit pose ce que tu as entre les mains, il a posé le jerrycan, mais par contre l'arme à feu, il a fait un geste qui pouvait laisser penser la garde qu'il allait tirer sur eux. D'où le tir fatal. Et je pense qu'il y a une certaine nervosité, on peut la comprendre, autour de Donald Trump et des personnes chargées de sa protection, vu le passif et les tentatives officielles et avérées dont il a fait l'objet. Donc effectivement, comme disait Sophia Amara, dans la conférence de presse qui a eu lieu tout à l'heure, il a été expliqué que le jeune homme se serait effectivement, aurait en tous les cas refusé de déposer l'arme au sol, et donc je crois qu'il l'a même brandi dans la direction des autorités, donc elles ont ouvert. Est-ce que les Iraniens disposent d'une possibilité ? Il faut rappeler que Trump lui-même avait dit les Iraniens veulent ma mort et s'ils arrivent à me tuer, les représailles seront terribles. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que les services l'ont renseigné ? Que ce soit dans l'intérêt des Iraniens de tuer Donald Trump. Ça serait véritablement l'apocalypse pour eux qui leur arriverait sur la tête s'ils faisaient une chose pareille. Ceux qui tireront les premiers, ce sont pas les Iraniens. Les Iraniens, ils cherchent le deal et ils cherchent à ce qu'on leur fiche la paix pour pouvoir pérenniser leur régime. Et ils n'ont aucun intérêt à aller jusqu'aux États-Unis flinguer Donald Trump. À mon sens, ce serait une erreur stratégique absolument colossale. Véritablement. Tout à fait, je suis d'accord. En fait, si jamais si c'était vrai, ce serait peut-être pas des Iraniens. En fait, ce serait le Hezbollah libanais pour avoir traqué l'argent sale et la drogue du Hezbollah en Amérique. On sait que ce sont des cellules libanaises qui sont un peu partout et qui sont le bras armé de l'Iran, qu'il s'agisse de drogue, de blanchiment d'argent ou éventuellement de cellules de tueurs ou de hitman. Et alors là, on peut pas l'exclure complètement, mais je vois mal le Hezbollah qui a été décapité, qui a subi tout ce qu'il a subi au Liban, entreprendre la moindre. Il combat pour sa survie au Liban, donc je le vois pas entreprendre une telle pas dans son intérêt non exactement plus, action dans un territoire américain. En Surtout qu'avec les réseaux sociaux, on connaît assez vite. Alors à moins que ce soit un génie de la dissimulation, mais le profil des gens. Et là, il semblerait que ce soit un jeune qui n'ait pas de passé politique. Il était spécialisé dans les dessins de golf. Je sais pas, peut-être que là, il voulait chasser les taupes avec le fusil dans le golf, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être un apprenti terroriste. Le Trump, le survivant, quand on remonte tous les moments où il a survécu, alors il a survécu politiquement, mais il a survécu au Covid. Rappelez-vous la couleur qu'il avait le temps du Covid. Je sais pas si vous vous rappelez, il était à moitié jaune. Non, mais il était jaune-vert. Enfin, on se disait, il était pas loin. Voilà, pas loin de 1. Et puis ensuite, il a survécu à une tentative d'assassinat, une deuxième, et évidemment le fight. Tout ça fait partie de sa légende. Hein. Non, bien sûr. Et il se survit aussi, j'allais dire, à lui-même et à son style de vie qui est archi connu. C'est-à-dire que biologiquement, il a quand même une résistance à la malbouffe et à un style de vie. Je ne sais pas si vous êtes sur son réseau social, et je le suis pour des raisons professionnelles. Je veux dire, et à chaque fois je fais le calcul, il y a une volée de messages qui part ici en heure locale. Il est environ midi, voire même 11h30. Et 5h30 du matin. Et c'est-à-dire que le type, je pense qu'il dort pas énormément, ou alors pas aux mêmes horaires que la plupart des êtres humains à peu près normaux, entre guillemets. Et il y a cette espèce d'hyperactivité numérique matinale. Alors c'est feu de tout bois. Hein. Est-ce qu'on est sûr que c'est lui qui l'a fait personnellement ? Oui.
Oui, parce qu'en fait, il y a des différences assez marquées. Et il y a une telle, mythification de son effort de communication numérique ou digitale. Ouais. On sait comment il procède. C'est-à-dire qu'il a effectivement des personnes auxquelles il dicte des messages, et il y en a d'autres qu'il signe DJT, John Trump. Donc voilà. Et puis il y a quand même un style assez aisément reconnaissable, avec beaucoup de capital, majuscule, exactement, majuscule, et de points d'exclamation. Ouais. Mais donc effectivement, Darius, comme vous le disiez, il y a et ça fait partie de ce qui participe en fait à la relation presque fusionnelle avec cette base, c'est-à-dire le fait d'avoir échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Et encore une fois, tout ça qui contribue à la réputation qu'il a. Mais cette base, puisqu'on était précédemment sur le sujet iranien, je la vois très très mal embrasser et accueillir favorablement une opération militaire américaine majeure, et Sophia Ammar l'a rappelé, à 10 000 kilomètres de leur lieu d'habitation et de leur préoccupation. Regardez ces images très impressionnantes au Mexique, puisqu'il semble que l'interventionnisme, l'hyperactivité américaine après le Venezuela, peut-être l'Iran, mais alors on est dans une autre échelle évidemment, les forces de sécurité mexicaines, mais alliées aux Américains, ont tué un très important baron de la drogue au Mexique. Et on va voir ces images, je ne sais pas s'il y a du son, ou si on peut entendre la séquence, mais je ne sais pas si vous pouvez me dire en régie. Non, si, vraiment. Si, un peu. Voilà. C'est de la musique plutôt. Donc, les forces de sécurité mexicaines ont tué Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, et on va écouter la séquence au moment même des tirs. Voilà. Alors, je suis pas certain que ce soit déroulé là, à Guadalajara. C'est le chef donc du plus grand cartel. Vous avez donné son identité, en fait, mais il se fait appeler El Mencho. C'est le plus grand exportateur de cocaïne en direction des États-Unis. Ce serait une opération, effectivement, conjointe mexicano-américaine, avec, évidemment, regardez sa tête qui était mise à prix, bravo à la régie, pour 15 millions de dollars. Alors maintenant, quelle sera la suite? Peut-être son frère, qui se fait appeler Tony Montana, en référence au prénom et au nom de Scarface. Mais là, ils sont en train de provoquer un niveau de chaos qui est à l'aune des moyens dont ils disposent, qui sont des moyens financiers, évidemment, mais qui sont surtout des moyens militaires. Ils sont équipés de fusils mitrailleurs, de lance-roquettes, de manpads, de missiles. Je regardais aujourd'hui circuler des images sur leur accoutrement, on dirait, des forces spéciales à l'occidental, avec des véhicules blindés. Donc ils se déplacent avec des flottes de véhicules dont certains sont blindés. Et son élimination est en train de provoquer quand même dans plusieurs États, dans des aéroports, notamment à Puerto Vallarta, sur la côte, donc dans l'ouest du pays, mais aussi à Guadalajara, un moment de très très vive tension. Alors oui, Donald Trump a récemment s'est exprimé là-dessus pour dire que il a désigné ces cartels comme des organisations terroristes étrangères. Il a prononcé le mot terroriste, ce qui est très fort et qui pourrait sous-entendre, dans le langage Trump, une potentielle envie de frappe. De bombarder, effectivement, au Mexique. Et là, il y a la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui tient tête à Donald Trump et qui lui dit qu'évidemment, elle ne veut absolument pas en arriver à cela. Ça fait un moment qu'ils s'entendent mal avec Donald Trump, même s'ils se téléphonent assez souvent. Du point de vue de l'aide humanitaire à Cuba, vous vous souvenez, Gallagher, on en avait déjà parlé, elle avait dit qu'elle continuerait à aider le Cuba. Et là, avec ce qui vient de se passer, elle va avoir affaire à Donald Trump. En clair, est-ce que c'est la main des États-Unis au Mexique? C'est un grand pays voisin. Moi, je vois le résultat de la pression américaine sur les Mexicains en matière de drogue. Ça me paraît évident, malgré les différences et les problèmes qu'ils ont. Ils ont compris que les Américains ne rigolaient pas, qu'ils étaient même capables d'intervenir eux-mêmes si les Mexicains ne faisaient pas quelque chose. Et donc là, ils sont intervenus véritablement directement. Mais ce qui est très très fascinant, c'est que ce sont des opérations de guerre, là.
là. On n'est plus du tout dans une opération de police. Oui. Et on sait d'ailleurs que la police au Mexique est quand même très corrompue et que c'est l'armée finalement qui est capable de reprendre, de conserver la maîtrise régalienne du pays. Et donc je pense que ça va être intéressant de voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer avec les cartels qui, comme le Gallagher le dit, sont extrêmement bien équipés. Oui, et pour une fois, là, il y a zéro remarque à faire sur la dénomination ou la qualification par Trump, par le président Donald Trump, organisation terroriste. Quand il parle d'organisation terroriste. Moi, j'ai travaillé sur une organisation mexicaine qui s'appelle Las Zetas. Et Las Zetas au Mexique, c'est un État dans l'État, c'est une armée dans l'armée qui travaille sur le narco-djihad, qui fait du blanchiment d'argent, qui fait du trafic d'êtres humains, de la drogue, et qui est mouillé jusqu'au cou avec les Iraniens et avec le Hezbollah. Oui, la guerre des cartels au Mexique, ça fait 35 000 morts par an. 35 000 morts par an. Par an, c'est gigantesque. Effectivement, on en est. Il y a des affrontements qui sont effectivement de l'ordre de la bataille rangée au sens premier du terme. Et jusqu'à présent, alors même qu'il y a des zones entières du pays qui sont passées sous le contrôle des cartels, le gouvernement central n'agissait pas beaucoup. Donc c'est vrai que la pression maximale de Trump, à la fois sur l'immigration, on l'a beaucoup dit, mais aussi d'un point de vue économique, avec des sanctions, avec la fin des allers-retours, notamment pour des produits américains qui profitent de la main-d'œuvre peu chère au Mexique pour être améliorés. Tout ça, peut-être que ça a eu un impact et une efficacité. Au total, est-ce que Trump arrive, il a réussi à intervenir, il a enlevé Maduro, il a réussi au Panama, il essaie au Panama d'avoir son influence, il a tué beaucoup de responsables ou prétendus responsables des cartels en mer, est-ce qu'il suit son plan ? Eh ben, attendez de voir chaotique. La fin de l'histoire, toujours la même chose. Il faut attendre la fin de l'histoire, mais enfin c'est... Oui, mais on peut dire aussi qu'il a des alliés maintenant au Salvador avec Bukele qui mène une guerre à la drogue absolument sans merci et sans aucun respect de l'état de droit, même si parfois, à mon avis, la fin justifie les moyens. On peut aussi dire qu'il y a l'Argentine de Milei qui est devenu un allié très proche des États-Unis. Donc oui, il y a des succès. Peut-être pas ponctuellement dans la lutte contre la drogue, mais en tout cas, en termes d'influence politique sur le sud du continent, oui, je pense que là, Trump avance ses pions. On a une illustration d'une partie de la doctrine d'Unruh. C'est-à-dire que quand il s'adresse à Claudia Sheinbaum, qui est la présidente mexicaine, dont il faut rappeler qu'elle est de gauche, elle est sous une pression extrême, à la fois des membres de son parti qui lui disent hors de question d'être vassalisé par les États-Unis, mais aussi la pression de Trump qui dit mais si vous en occupez pas, moi je vais m'en occuper. Je violerai la souveraineté de votre territoire pour aller bombarder les laboratoires de fentanyl, parce que Guillaume le rappelait, les cartels, ça fait 35 000 morts au Mexique. Le fentanyl, ça fait 70 000 morts aux États-Unis chaque année. Revenons à la principale information de la soirée, ces informations du New York Times selon lesquelles le plan serait maintenant prêt par le président Trump. En tout cas, il aurait indiqué à ses conseillers ce qui est la marche à suivre pour frapper l'Iran, une première attaque ciblée des États-Unis, qui serait une sorte de tir de semonce pour casser la volonté des Iraniens et les forcer à capituler, sans quoi s'en suivrait une attaque beaucoup plus importante qui se déroulerait dans les semaines ou dans les mois à venir, destinée cette fois à chasser les dirigeants du pays au pouvoir. Quand on regarde les dernières images, celles qui sont du destroyer qui accompagne les porte-avions, on va voir aussi l'immensité de l'armada qui est déployée ce soir. On a là en tout cas une espèce de plan de vol que les Américains donnent que Trump donne pour son armée, Guillaume. Oui, il y a effectivement, c'est le mot plan de vol, parce que pour l'instant, c'est surtout des forces aériennes, des F-35, des F-22, ces avions furtifs, des chasseurs F-15, F-16, et donc deux groupes, j'imagine qu'on dit aéronavaux, le pluriel d'aéronaval. À mon avis, c'est aéronaval quand même. Alors c'est aéronaval. On va faire des études. Oui. Merci beaucoup. Deux groupes Décidément, entre la dystopie aéronavaux, c'est pas ma soirée. Et donc l'idée, c'est que l'Iran soit pris en tenaille, mais dans le même temps, c'était il y a 3 jours maintenant, Trump dit « Je me laisse encore 10 ou 15 jours de négociations avant de savoir ce qu'on fait. » Négociations avec les Iraniens. Donc, ça paraît incroyable compte tenu de l'ampleur du déploiement de force, mais une solution diplomatique n'est toujours pas exclue. Ce que dit le New York Times va plus loin encore. Ils disent destiné à chasser les dirigeants de ce pays du pouvoir. Cette fois-ci, le changement de régime. L'idée que les États-Unis veulent changer.
C'est le New York Times. Ah, New York Times. Ce soir, ils veulent, c'est ou bien ils cèdent, s'ils ne cèdent pas, on les chasse du pouvoir. Là, on a quand même franchi un seuil. Non, effectivement. Et ça fait 47 ans qu'il tient ce régime. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur, la profondeur de l'opération nécessaire pour ce faire, les risques encourus pour les Iraniens, les Iraniennes, parce qu'il y aurait, et ce langage est odieux, on l'a beaucoup entendu récemment, mais du dommage collatéral à n'en pas douter, pour la région et pour les Américains. Également. Et ensuite, et tout à l'heure, le général Richoux posait cette question, changer le régime, mais pour mettre quoi et qui à la place? Or, Steve Witkoff, dans cet entretien désastreux qu'il a donné tout à l'heure, qu'est-ce qu'il révèle? Qu'à la direction, donc à la demande du président Trump, il a rencontré Reza Pahlavi. Maintenant, est-ce que Reza Pahlavi pourrait débarquer à Téhéran dans les bagages de la force Delta 7 avec des risques aussi pour sa sécurité, afin d'essayer de incarner, comme il le dit, l'annonce et le souhaite, cette transition qu'il promet à ce peuple. Alors moi, je serais plus sévère. Excusez-moi, allez-y. Donald Trump, il a aussi un autre problème, c'est que d'abord, il a ces deux armadas, il projette la puissance, évidemment, et on est tous en train de se demander ce qu'il va en faire, de dire que ça coûte très cher, que forcément il va être obligé de faire quelque chose. Mais son opinion publique américaine, elle n'est pas en faveur d'une quelconque intervention. Donc il y a un hiatus énorme entre ce que projette l'État américain et ce que les Américains veulent. Un récent sondage disait que 49% des Américains s'opposent à une frappe, que ce soit une frappe courte ou encore pire, un enlisement. Donc il va devoir le gérer, ça fait peut-être partie de ses hésitations. Ces nouvelles images des Raptors, puisque on a vu les AWACS tout à l'heure, les avions ravitailleurs, les F-15, F-18, F-35. Voilà, l'avion Raptor qui arrive en scène. Dites-nous un mot de cet avion. Alors, le Raptor, c'est un avion de supériorité aérienne. Je ne suis pas un spécialiste du Raptor, mais qui est d'un avion de 5e génération. Le F-35, c'est de 6e génération. Les F-15 et les F-14 sont de 4e génération. Donc là, la 5e génération, c'est la génération finalement du Rafale, quoi. Voilà. Et donc, c'est un avion de supériorité aérienne qui prouve qu'à un moment donné, il sera envoyé en l'air pour intercepter des missiles ou bien des drones, etc., ou bien les vecteurs adverses qui seront envoyés. Donc c'est la preuve. Ça sera vraisemblablement beaucoup plus pour la défensive. Voilà. On voit ici vraiment que l'armée américaine met tout. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut remontrer l'image où on voit tout le dispositif de l'armée, mais on comprend là que il y a peut-être 30 ou 40% de l'aérien, 30 ou 40% de l'aéronaval. Non, il y a 20%. Il y a 2 porte-avions sur 11. Hein. C'est pas tant que ça. Mais alors, c'est là que je serai plus sévère. Moi, je dis, on verra si j'ai raison, qu'il n'y a pas dans cette force colossale déployée les conditions militaires nécessaires pour renverser un régime. Voilà. Donc, simplement parce qu'il n'y a pas de troupes au sol. Mais est-ce que ça existe, les conditions militaires nécessaires pour renverser un régime général? Eh ben oui, puisqu'en Irak, ils l'ont fait quand même. Ah bon, Irak, bonjour. Oui, vous voyez, il faut des mois de préparation. Moi, je rappelle que mon capitaine d'artillerie, il s'est déployé en août au Moyen-Orient pour une guerre qui a commencé en mars suivant. Oui, voilà. 23 mars. Et donc, il y avait une préparation. Il y avait une préparation. Il y avait des milliers de soldats au sol qui sont venus. Ils sont allés à Bagdad. Là, ça n'est qu'une force aéronavale, et je dis, ça n'est pas une force qui permet de conquérir un pays de la taille de l'Iran. Il y a une autre chose, donc la taille 1 700 000 km², il y a aussi, en théorie, le nombre d'hommes iraniens sous les drapeaux. Oui. Quand vous additionnez, on va dire qu'il y a zéro, peut-être qu'il y aura des défections. S'il n'y en a pas, en théorie, vous additionnez l'armée régulière, les miliciens, les Bassidji, les passes d'Aran, c'est beaucoup, hein. Le corps des gardiens de la révolution islamique, vous avez entre 1,3 million et 1,7 million hommes sous les drapeaux. Et quand vous additionnez également à cela, et je sais que la dernière élection présidentielle était truquée, mais le nombre de personnes qui auraient, j'ai employé le conditionnel, voté pour le candidat conservateur Jalili, c'est plus de 10 millions. Donc effectivement, même si, et ce chiffre circule beaucoup, 80% de la population est opposée à ce régime, et que vous prenez un pays de 92 millions d'habitants, c'est 20% de la population qui vous pose problème, c'est pas avec les 40 000 Américains que vous avez là, même avec tout ce matériel-là, que vous prenez possession de cet espace. Après, ça c'est du papier, c'est de la théorie.
dans la réalité, dans les faits. Oui, après la réalité, si la population, etc., se soulève, mais avec des si et des si, et on est passif devant cette éventualité. Et militairement, on n'aime pas être passif. On essaye d'organiser les événements. Guillaume Roquette, décidément, je vous marie. Quand on voit cette image-là, elle résume tout. C'est-à-dire, on voit surtout dans les deux colonnes de droite à quel point les deux porte-avions sont des deux côtés du côté de la Méditerranée, puis du côté de la mer d'Arabie, prennent en tenaille l'Iran. Oui, il y a effectivement une force déployée qui est considérable, et cependant, ça vient d'être redit, il y a un très grand nombre d'inconnus, il y a des risques considérables, et quand vous mettez face à ces immenses points d'interrogation, le fait qu'on ne comprend pas très bien pourquoi Trump veut faire cette guerre, on se dit qu'en toute logique, il ne devrait pas la faire. Parce que là, quand vous faites la balance bénéfice-risque, il me semble qu'elle penche clairement d'un côté, qui est celui de risque. Mais c'est une analyse d'Européens. Ah oui. Mais vous savez, quand Witkoff tout à l'heure, et moi je pense qu'il est sincère quand il dit que Trump est très frustré, il ne comprend pas pourquoi il ne capitule pas. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout un effort, et cet effort se poursuit jusqu'aujourd'hui. Il est fait à la fois au sein de l'état-major militaire, mais aussi au département d'État, dans le corps diplomatique. Les grands spécialistes de l'Iran, les types chiants, qui peuvent vous raconter 3000 ans d'histoire perse, qui sont Perséphone, etc. Elon Musk les a virés. Et il faut toujours écouter les mecs chiants, c'est ce que disait Hubert Beuve-Méry. Faites chiant. Voilà, on s'y applique, mais enfin on n'y arrive pas toujours. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission, et merci à vous de nous suivre. Bonne soirée.